amis, aujourd'hui nous allons parler d'une histoire sacrément sympathique. Il y a 7 mois sur Twitter, un utilisateur a fait le buzz avec un thread qui comporte à l'heure actuelle plus de 400 tweets. Oui, laissez-moi vous donner son nom. Adam Ellis. Tout a commencé le 7 août dernier lorsque Adam Ellis, je vais m'asseoir, c'est horrible, a publié le tweet suivant. Bon, mon appartement est actuellement hanté par le fantôme d'un enfant mort et il essaye de me tuer. En précis, le cerveau des humains qui ont lu ce tweet a fait un looping dans la boîte crânienne pour de vrai, hein, exactement comme ça. Parce que le paranormal, c'est un truc passionnant, on y croit pas, mais on a tous envie d'y croire quand même. Le même jour, il publie un deuxième tweet qui dit: il a commencé à apparaître dans mes rêves, mais je pense qu'il est maintenant passé dans le monde réel. Oh, ça commence si bien. En 2 tweets, tout le monde veut savoir la suite. C'est incroyable, le gars il est trop fort. Il nous dit que la première fois qu'il a vu cet enfant, c'était lors d'une paralysie du sommeil, ce genre de truc qu'on peut avoir la nuit et qui fait bien bader, comme les terreurs nocturnes aussi, c'est terrifiant, c'est horrible. Il était en paralysie du sommeil et il a vu un enfant assis dans la chaise qui se trouvait au pied de son lit. Quoi de mieux pour commencer à vivre un enfer que cette situation, je ne sais pas. Il dessine des BD, ce gars, des straphs, il en publie d'ailleurs, il publie des pages sur Instagram. Il nous donne ensuite une info importante sur le physique de cet enfant, à savoir il lui manquait une partie du crâne, une grosse déformation d'un côté du crâne. Pour notre plus grand plaisir, du coup on a pu voir en moindre détail la tête de cet enfant ignoble. L'enfant le fixait lorsque d'un coup, il s'est levé et il s'est rapproché du bord du lit. Et juste avant qu'il atteigne le bord du lit, notre ami Adam s'est réveillé en hurlant ses grands morts. Et on aurait fait la même, alors le jugez pas, ok? Quelques nuits plus tard, Adam refait un rêve dans lequel il est dans une librairie, il y a une fille qui lui dit: hey, vous avez rencontré Dear David? Ce à quoi il répond: qui ça? Il est mort, il apparaît seulement à minuit et vous pouvez lui poser 2 questions si vous commencez par Dear David, qui veut dire cher David. Mais n'osez jamais lui poser une 3e question, ou il vous tuera. Alors là on connaît bien le coup du minuit, gna gna gna, dame blanche, dame blanche, dame blanche, gna gna gna. Wow! Cette chère Adam nous dit qu'il se chie dessus, qu'avoir 2 rêves qui parlent de la même chose, effectivement c'est assez flippant. C'est sûrement arrivé déjà à pas mal de gens d'entre vous quand t'as des cauchemars qui sont reliés les uns aux autres, qui se suivent alors que c'est pas la même nuit. Ça fait vraiment flipper parce qu'on a l'impression que c'est très réel. Il nous dit ensuite que plusieurs semaines sont passées sans qu'il ait de nouvelles de David. Oh, c'est pas plus mal hein, vu sa gueule, je suis désolé, personne n'a envie de revoir cette personne, bon. Jusqu'à un jour où David apparaît de nouveau dans un rêve de Adam. Dans la même situation, le putain de David est assis dans la chaise au pied de son lit et il fixe Adam. Je sais qu'il y a plein de gens qui font ce genre de rêve, mais moi j'ai des potes qui ont déjà fait ce genre de rêve où il y a un truc au bout de leur lit qui les fixe. Et moi-même, quand j'étais petit, j'ai fait ce genre de rêve, donc rien d'alarmant pour le moment. C'est alors qu'Adam se souvient de ce que la fille de la librairie lui avait dit, et il lui demande alors: Dear David, comment es-tu mort? David répond alors: un accident dans un magasin. Qu'est-ce qui s'est passé dans le magasin? Quelqu'un a poussé une étagère sur ma tête. Ouais, je lui invente une voix, ouais. Adam se chie dessus dans son lit, et il lui demande: qui a poussé l'étagère? Adam, t'es con ou quoi? Elle a dit la meuf de la librairie, 2 pas 3, et toi t'en poses 3, il est con. David ne répond pas. Adam réalise qu'il venait de lui poser une 3e question, ce qu'il n'était pas censé faire. Il se réveille alors complètement terrorisé. Eh franchement, on a envie d'y croire à cette histoire, c'est génial. À partir de là, Adam il a un bon réflexe, il veut savoir si c'est la réalité ou pas cette histoire, donc il va enquêter sur Google. Il va chercher des trucs à propos d'un enfant qui serait mort dans un accident dans un magasin. Et Adam déménage dans l'appartement qui est juste au-dessus du sien, parce qu'il est plus grand que le sien et il y a personne dedans, donc il se dit putain le bon move, j'y vais. À partir de là, il y a 2 mois qui passent sans aucune nouvelle de notre très cher David et son morceau de crâne en moins. Donc Adam se dit qu'en fait en déménageant, David il a pas réussi à retrouver Adam. Alors qu'il fallait juste qu'il regarde à l'étage d'au-dessus, ça me paraît bizarre quand même. Ah mais c'est parce qu'il lui manque un morceau de crâne. Il est moins malin du coup. Et là, il se passe un truc bizarre. Pendant 4 nuits d'affilée, les 2 chats de Adam se mettent devant sa porte d'entrée et regardent quelque chose en dessous, comme s'il y avait quelqu'un de l'autre côté. Il est gentil, nous partage même une petite vidéo de cette situation qui est un peu glauque quand même. Il est donc quasi sûr que David a réussi à le retrouver. Il lui aura fallu des mois pour juste monter des marches. David quand même fait un effort. Et à partir de là, Adam ne donne plus de nouvelles pendant 48 heures. Mais oui, on continue. Adam n'ayant pas le courage d'ouvrir la porte, il a raison. Moi j'appelle la police immédiatement. Adam décide de prendre 2 photos, l'une à travers l'œillère de la porte et l'autre après avoir ouvert la porte. Et en regardant ces 2 photos, il a l'impression de voir sur celle à travers l'œillère quelque chose. Et effectivement Adam, il y a un peu de poussière sur ton œillère, tu devrais la nettoyer légèrement. À partir de là, Adam, il reverrouille sa porte à balles, il saute dans son lit, il se chie dessus, il a raison. Et il publie une photo de son chat qui attend toujours devant cette porte d'entrée. Et j'avoue qu'à sa place, j'aurais peur. En plus, j'ai des animaux, vous savez, tous ceux qui ont des chats là. Vous savez que des fois, nos chats, ils font des faces bizarres. Et on se dit, il voit des choses que nous, on ne voit pas. T'imagines là, quand il fait ça, ton chat? C'est horrible. Et c'est là où ça devient glauque, je trouve, c'est que Adam, il commence à s'habituer à ça. Et il publie régulièrement des photos de ses chats qui sont devant sa porte d'entrée. Et ça arrive tout le temps vers le milieu de la nuit. Il publie une autre vidéo, il dit, voilà, comme d'hab, quelques minutes avant minuit, comme à chaque fois. Genre, ça devient normal, quoi. Les objets, ils pourraient bouger, il ferait, ouais, c'est normal, un fantôme. Et c'est là où ça devient flippant, c'est quand ce qui n'est pas normal devient normal pour le mec parce qu'il se rend plus compte du truc.
truc. Là, Adam fait alors un move désespéré, il met du putain de sel devant sa porte d'entrée. En mode ça éloigne les mauvais esprits. Quelques jours plus tard, Adam il a une trop bonne idée. Il télécharge une application qui, dès qu'il y a du son, ça enregistre. Voilà, je peux pas mieux l'expliquer. Le matin, il se lève et il voit que dans l'application, il y a 33 enregistrements. Ce qui veut dire que dans la nuit, il y a eu 33 fois du bruit chez lui. Il nous dit que la plupart d'entre eux sont vagues. Il y en a quelques-uns, c'est aussi le bruit des voitures qui passent. Mais il y en a 3 qui ont marqué son attention. Rien d'alarmant le deuxième. Ok, un petit bruit électrique, ça peut arriver aussi. Bon, avec toute l'électronique qu'on a chez nous, c'est totalement envisageable. Et un autre boom. Rien de ouf, je vous invite à ne pas télécharger ce genre d'application parce que vous allez devenir parano. Il y a vraiment beaucoup de bruit la nuit, surtout si vous avez des animaux chez vous. Faut pas être parano, c'est normal. Moi des fois, mec, il y a des trucs qui tombent, ça fait v'là du bruit. C'est toujours soit Natsu, soit mes chats. Ce qui est dur dans cette situation, c'est de ne pas devenir parano, c'est très important. Adam part en week-end pour se vider un peu la tête, loin de David, il a bien raison. Il achète là-bas un Polaroid pour prendre des petites photos souvenirs de ses vacances et en rentrant, il décide de faire un tour de son appartement avec cet appareil. Il nous montre les photos, il dit voilà ma porte d'entrée, mon joli mur jaune, de l'autre côté mon lit avec la fameuse chaise verte qu'aime bien David. Puis il décide d'ouvrir sa porte d'entrée et de prendre une photo et la photo apparaît complètement noire. Adam, peut-être fallait-il allumer la lumière. Ça ne prend pas de photo dans le noir, c'est pas ton iPhone. Et puis là, les trucs étranges s'enchaînent. Le fameux son électrique qu'on a écouté tout à l'heure, il apparaît toutes les nuits autour de 3 heures. Sauf qu'au lieu de durer 20 secondes, il dure 5 minutes maintenant à chaque fois. Un matin, il se réveille avec l'impression que tout son appartement tremble, comme un petit tremblement de terre. Bref, là, Adam, il commence vraiment à être mal. Tout le monde lui dit, mec, quitte l'endroit, arrête tout, arrête tes conneries. Sauf qu'Adam, il se dit, bah ouais, mais le truc va peut-être me suivre, ça sert à rien. Adam nous dit le 22 août que le vendredi soir, il s'est endormi très tôt. Il était très crevé, sans aucune raison apparente. Il a alors rêvé de David qui le prenait par le bras et l'emmenait dans un vieil entrepôt abandonné. Au réveil, il comprenait pas trop pourquoi il avait pas eu peur de David et pourquoi David avait réussi à l'emmener là-bas alors que ça fait des jours qu'Adam il a peur de lui. Mais il se dit bon, ça reste un rêve, tout est possible dans un rêve, on s'en fout. Et là il va se doucher et qu'est-ce qu'il voit sur son bras? Il voit une trace rouge. Et ça, cette mécanique là, elle est utilisée dans beaucoup de films d'horreur. Tu rêves d'un truc, il y a un contact physique dans le rêve et au réveil, il y a une trace de ce contact physique qui t'indique qu'il y a donc vraiment eu un truc dans le monde réel. Adam part bientôt en vacances au Japon, il décide alors d'acheter une caméra à mettre chez lui pour qu'il puisse checker à distance s'il se passe des trucs bizarres. Il y a une application qui est reliée à cette caméra et ça lui enverra une notification s'il y a du mouvement ou du bruit chez lui. Il y a soit des notifications lui disant qu'il y a eu du mouvement, dès qu'il regarde c'est ses chats qui passent devant. C'est l'horreur ces caméras, l'achetez pas quoi. Autant jamais le savoir quoi. Mais à un moment ses chats ne passent pas devant. Alors il regarde la vidéo, il la re-regarde et regardez bien la chaise. Plus tard, pareil, il reçoit une notification de sa caméra, c'est une vidéo de ses chats, il la regarde quand même, et il voit son chat sauter sur un truc invisible. Alors, autant les autres trucs, tu fais waouh, autant là, mec, vraiment les chats, ils voient des choses quoi. Je te jure, ils voient des choses. Leur cerveau leur envoie un signal d'un truc qui n'existe pas, en disant, regarde, il y a un truc là, alors qu'il n'y a rien. Mais la vidéo d'après est flippante, puisque c'est son putain de chat, debout sur son canapé, qui regarde dans le vide. Mec, là, j'avoue, c'est un peu rare. Il rentre chez lui, il retrouve ses chats, et là, ça part en couille sa mère. Il entend du bruit venir de l'autre côté de sa putain de porte. Il reprend une photo dans l'œillère et cette fois il voit ça, ce qui pense être une oreille avec juste à côté un œil. Oh putain de sa mère. Il se passe pas mal de trucs et là Adam rêve de David et c'est exactement comme la première fois où il est arrivé de lui. Il est assis dans cette chaise en face de lui, il le fixe, il sait que c'est un rêve mais il décide de prendre son téléphone qui est dans le lit avec lui et de prendre des photos. Il a fait ça parce que dans la panique il s'est dit ça y est, David il va me buter, je veux qu'il y ait des preuves dans mon téléphone, que les gens sachent ce qui m'est arrivé. Cette fois David l'atteint, il met son visage juste au-dessus du sien, ses yeux deviennent blancs, il dit un truc incompréhensible, puis il est debout sur le lit de Adam. Et Adam se réveille dans la panique sa mère et il n'y a aucune trace de David. Adam en se réveillant va au travail et à un moment il se souvient du rêve, il se souvient qu'il a pris des photos cette fois dans le rêve et il décide d'aller voir dans la pellicule de son téléphone. Et là... God damn it! Il existe, fils de pute! L'année dernière, en août 2017, Manuel Bartual décide de partir en vacances quelques jours dans un hôtel. Juste à côté de la plage, tout était magnifique, il a même mis une petite photo de l'endroit où il passait ses vacances, c'est merveilleux, c'est tout ce qu'on aime et bientôt vous y serez peut-être, en tout cas je vous le souhaite. Il était tranquillement en train de lire sur la terrasse de sa chambre d'hôtel lorsque d'un coup, sa porte de chambre s'ouvre et quelqu'un rentre. Inutile de préciser que Manuel était en vacances seul, pour décompresser un petit peu de la vie, il était solo. Alors il se dit putain, c'est sûrement quelqu'un du room service ou qui veut changer les draps ou quoi, et j'ai oublié de mettre le truc ne pas déranger, bon c'est ma faute. Mais pas du tout, en allant dans sa chambre, il découvre un homme fin et grand qui arpente la pièce. Là ça commence à faire peur, je vous l'accorde. Manuel est un peu rassuré parce que le mec n'a pas l'air agressif, il a juste l'air paumé, genre il sait pas où il est du tout. Alors Manuel s'approche de lui pour lui parler et là il lui chope le bras. Manuel sursaute et le gars se met à lui parler très vite, mais ce qu'il dit c'est totalement incompréhensible. Je n'aime pas vraiment parler de ces catégories arbitraires.
Oh j'étais bien là. Oh j'ai peur d'un coup, fils de pute de Cyril qui s'active tout seul. Au début Manuel pensait qu'il parlait dans une autre langue, mais petit à petit il se met à reconnaître des mots. Et en fait c'est juste que le gars ne parlait pas avec les mots dans le bon ordre. On aurait dit qu'il zappait un mot sur deux et qu'il mixait des phrases. C'était très bizarre sa manière de parler. Le mec regarde derrière lui et puis part. Et Manu réalise que le gars il avait une carte de chambre d'hôtel, donc probablement une carte qui pouvait ouvrir la chambre de Manu. Ce qui est terrifiant. T'as vraiment pas envie que des inconnus aient une carte qui ouvre ta chambre d'hôtel quand t'es à l'hôtel, on est d'accord. Là Manu a un réflexe très humain, il verrouille sa porte, il se pose sur le canapé en mode putain qu'est-ce qui vient de m'arriver. Tu sais c'est choquant quand ça t'arrive un truc comme ça. Et il fonce à l'accueil de l'hôtel pour dire putain il y a un mec qui a accès à ma chambre. C'est quoi ce bordel? Il leur dit qu'à son avis c'est probablement l'ancien locataire de cette chambre là et qu'ils ont oublié de rendre inefficace sa carte. Tu sais c'est un système magnétique que tu pilotes par ordinateur. Que tu pilotes. Je suis vieux, c'est bon, c'est officiel. L'hôtel ça leur paraît bizarre quand même, c'est pas un truc que t'oublies, c'est limite le premier truc que tu fais quand quelqu'un fait le check-out en partant de l'hôtel. Alors il se met à décrire l'homme, il lui dit voilà il est grand, il est fin, il a des cheveux courts. Et la meuf de l'accueil dit à Manu de regarder derrière lui parce que le mec était juste là en fait. Donc tout le monde fait un petit rire nerveux et réinitialise les cartes comme ça, il y a que la chambre de Manu qui ouvre la chambre de Manu et c'est très bien comme ça. Et l'histoire finit bien. Pour le moment on est bien. On est bien, je vous dis vous allez dormir cette nuit, faites-moi confiance. Manu nous dit aussi qu'il y a un deuxième truc bizarre qui lui est arrivé dans la journée, il a perdu un t-shirt. Voilà, ça le fait chier. Il nous met une petite photo du t-shirt. C'est pas si terrible qu'il ait perdu vu le t-shirt, mais ça c'est les goûts vestimentaires, c'est autre chose. C'est l'après-midi, Manu descend pour manger et là il voit le fameux mec qui était entré dans sa chambre à quelques tables de lui au réfectoire. Au self. Je suis bloqué au lycée, c'est fou. Pour que ce soit bien compréhensible et plus simple à raconter, on va l'appeler Martin, cet homme. En passant devant Martin, Martin le salue et s'excuse devant lui. Et cette fois, il parle clairement, avec chaque mot parfaitement dans l'ordre, contrairement à dans la chambre. En gros, il s'excuse d'être allé dans la mauvaise chambre, il s'est trompé, il est dans une autre chambre et ça lui fait chier d'avoir fait peur à notre ami Manu. Donc il s'excuse. C'est un homme gentil. Et le mec il arrête pas de dire à Manu t'inquiète tout va bien avec un petit sourire bizarre sur son visage. Il en fait des caisses le gars et ce petit sourire ça met vraiment mal à l'aise Manu. Il avait limite plus peur à ce moment là que quand le mec est rentré dans sa chambre. Manu prend ses couilles à deux mains et prend une photo de lui de loin et le gars ressemble à ça. Ouais là y'a rien qui fait peur, c'est un mec quoi. C'est vraiment un mec qui a les cheveux courts et qui est en vacances. Manu il passe la matinée sur la plage et en rentrant dans sa chambre il trouve par terre un petit crayon de papier qui apparemment est un peu usé, c'est-à-dire qu'on a écrit avec. Alors il se dit que c'est sûrement quelqu'un de l'hôtel qui est venu changer les draps et qui a fait tomber ça sans faire exprès. Mais après ce qui s'est passé la veille avec notre ami Martin, il se chie un peu dessus Manu. Manu décide alors d'aller marcher et il donne pas de nouvelles avant le soir où il nous dit qu'il marchait sur la plage et qu'il a décidé d'aller sur un ponton où il y a toujours plein de gens qui prennent des photos. Il décide d'aller au bout du ponton et en regardant derrière lui, qu'est-ce qu'il voit? Des gens parmi lesquels se trouve Martin. On voit pas clairement à cause du contre-jour, mais Manu nous dit qu'il est certain que c'était Martin avec un autre homme qui était en train de l'observer. C'est glauque. Il décide alors d'aller les voir et au moment où il se met à marcher vers eux, ils font demi-tour et ils partent. Ce qui lui fait le plus peur, c'est que l'homme qui a accompagné Martin, il portait le t-shirt que Manu a perdu la veille et n'avait donc aucun style puisque ce t-shirt est dégueulasse. Il revient et nous donne des nouvelles en nous disant que il trouve qu'il a un peu paniqué, que ça se trouve Martin c'était pas du tout l'un des deux mecs qui était sur le pont, que l'autre c'était juste un hasard qu'il ait le même t-shirt. Bref, il rationalise le truc parce que ça fait 4 jours qu'il lui est rien arrivé, donc il commence à être un peu en confiance. Il décide alors d'aller se détendre en nageant à la plage et à son retour, il nous dit qu'il s'est passé un truc. Il dit qu'en sortant de l'eau, il est tombé sur un mec qui portait le même t-shirt que celui qu'il a perdu. Et il a l'impression de reconnaître cette personne puisqu'il pense que c'est celle qui accompagnait Martin sur le ponton. Il décide alors de le prendre en photo à 2 reprises. Il finit de manger, il paye, il quitte le bar. Manu prend vraiment en filature notre ami inconnu. Il le suit jusqu'au supermarché dans lequel il se rend. Et là, Manu pète un câble, il prend une vidéo du mec et il se trouve que le mec a exactement la même gueule que Manu. Pour nous aider, Manu il met une photo de lui juste derrière. Et effectivement, c'est troublant, il se ressemble énormément. Il perd sa trace en sortant du supermarché et il est vraiment choqué le Manu parce que la zone elle est toute petite. Il y a genre un bar, un restaurant, l'hôtel, la plage et il y a pas grand chose à faire à côté. Il nous dit que ce mec là sa journée c'était aller à la plage. Juste derrière on l'a vu, il a commandé un burger et un soda et juste derrière il est allé acheter de l'eau à un supermarché. Et ce qui a énormément stressé Manu, c'est que c'est exactement ce que Manu a fait le premier jour où il est arrivé là, dans le même ordre. Manu rentre à l'hôtel et il y a cette histoire de crayon de papier qui le stresse. Il a retrouvé ça au milieu de sa salle de bain, il sait toujours pas ce que ça foutait là, qui l'a mis là. Alors Manu il se met à chercher où le gars aurait pu écrire et il trouve. Alors, sur du PQ, oui c'est drôle, sauf que Manu il rigole pas trop parce que ça montre qu'il y a vraiment quelqu'un qui est venu dans sa chambre et qui a marqué un putain de truc. Et Manu dit un truc très vrai, il dit si quelqu'un voulait me dire quelque chose et qu'il voulait qu'il y ait que moi qui le lise, il y a aucun meilleur endroit que marquer ça dans le rouleau de PQ. Mais c'est vrai. Alors Manu déroule complètement le rouleau au cas où et s'aperçoit qu'il y a des mots marqués sur chaque feuille. Il place les mots dans un ordre qui veut dire à peu près quelque chose selon lui, mais il demande de l'aide aux gens parce que c'est bizarre. Ça lui rappelle la manière dont le gars qui est venu dans sa chambre lui a parlé. Alors sa communauté l'aide à résoudre ce putain de mystère du PQ. Et même s'il y a des mots qui peuvent être changés et ça garde du sens, globalement la phrase c'est ça. Tu es en danger, il n'y a plus aucun espoir pour moi mais tu peux encore te sauver. Va dans l'autre chambre et ne la quitte plus, ce n'est pas une blague.
Putain, le coup de pression, sa mère. Le message, c'est vraiment un putain d'avertissement. Alors ça le stresse, parce que dans le meilleur des cas, c'est une prank très élaborée d'un mec. Et c'est très traumatisant de se dire, putain, quelqu'un est entré dans ma chambre et a écrit ça pour me faire peur, me faire un canular. Ou alors c'est vraiment quelqu'un qui veut m'avertir d'un truc et c'est encore pire. Donc notre Manu là, il est en PLS, vraiment. Manu se met alors à penser qu'il y a deux Martin. Pourquoi il pense ça alors que c'est la même personne physiquement? Parce qu'elle parlait tellement différemment quand il l'a vu dans sa chambre par rapport à quand il l'a vu au breakfast qu'il est convaincu que c'est pas la même personne. Sa chambre étant 328, il se dit que la seule autre chambre qu'on peut faire avec les numéros 3, 2 et 8, ce serait la chambre 238. C'est la seule possibilité puisque dans l'hôtel il n'y a pas de chambre 800 et quelques. Manu prend alors son courage à deux mains, il décide d'appeler cette chambre et une femme décroche et parle en allemand. Hallo? Et il pense alors que c'est une fausse piste et que ça doit être une autre chambre dont le message parlait. Manuel va se coucher, le lendemain matin il va se balader, l'après-midi il reste dans sa chambre se reposer, repenser à tout ça, ça le stresse beaucoup. Il nous explique que sa chambre a vue sur l'une des deux piscines de l'hôtel et il dit un truc flippant, il dit qu'il est convaincu d'avoir vu l'autre Manuel l'observer depuis la piscine. Ce qu'il appelle l'autre Manuel, c'est le mec qu'il a suivi jusqu'au supermarché plus tôt auparavant et qui lui ressemble énormément. Il décide de prendre une vidéo pour nous montrer ça et il prend soin d'éteindre la lumière de sa chambre avant pour pas que l'autre Manuel le voie. Oh, c'est flippant. Manu se précipite sur son téléphone et décide d'appeler l'accueil de l'hôtel pour les prévenir qu'il y a un mec qui l'espionne depuis la piscine et que ça l'inquiète beaucoup. Après avoir passé le coup de fil, il retourne à sa fenêtre et là, l'autre Manu a disparu, il est plus devant la piscine. Et quelques minutes plus tard, l'accueil de l'hôtel le rappelle. Il lui explique qu'ils ont envoyé quelqu'un pour aller voir et qu'il y avait personne à côté de la piscine et qu'il a sûrement fait erreur. Manu là, il est révolté et décide d'aller leur montrer la vidéo qu'il a prise pour leur prouver qu'il y avait bien quelqu'un devant la piscine et que c'est flippant et que c'est pas normal. Malheureusement pour lui, ça inquiète pas les mecs de l'accueil qui lui disent que c'est sûrement le mec qui s'occupe de la piscine ou quelqu'un de l'hôtel qui juste se baladait. Bref, ils le prennent pas du tout au sérieux et Manu ça le rend ouf. À partir de là, il n'y a pas de retour en arrière possible pour Manu. Peu importe si c'est une blague ou si c'est réel, il a juste envie de comprendre ce qui se passe, de comprendre ce qui lui arrive, ça le rend dingue. Et c'est normal, et nous-mêmes si on était victimes de trucs comme ça, on aurait envie d'élucider le mystère parce que ça rend ouf. Son hôtel se trouve à une extrémité de la route. Manu a marché jusqu'au bout de cette route et à l'extrémité de la route se trouve un hôtel très similaire au sien qu'il prend en photo aussi et effectivement, c'est carrément la même chose mais à l'envers. C'est comme si chaque hôtel était le reflet de l'autre. On se croirait dans Stranger Things, bordel. En arrivant à l'accueil de l'hôtel, il tombe sur une femme qui lui parle un petit peu de la même manière dont Martin lui parlait dans le réfectoire. Manu lui demande alors si elle est au courant de l'existence de l'hôtel qui est très similaire au sien de l'autre côté de la route et si c'est une chaîne, si les hôtels sont reliés en fait. La meuf esquive vraiment le sujet et elle lui dit juste t'en fais pas, tout va bien, zen, on est en vacances. Manu ça le fait flipper et il décide de rentrer à son hôtel et de demander à l'accueil s'ils sont au courant qu'il y a un autre hôtel de l'autre côté de la route avec une meuf qui est un peu bizarre à l'accueil. Les gens de l'accueil lui répondent qu'ils ont aucune idée de la possible existence d'un autre hôtel qui ressemble en plus à celui-là de l'autre côté de la route. Là Manu il se dit attends c'est à 3 km, il devrait totalement savoir s'il y a un autre hôtel. Alors il monte dans sa chambre, il réfléchit et là il se dit putain mais si le message qui me dit d'aller dans l'autre chambre et d'y rester parlait de la chambre 328 de cet autre hôtel de l'autre côté de la route. Il a une sorte de déclic le Manu. Il se pose au bar de son hôtel et réfléchit et il se dit qu'il va juste y aller tranquillement, toquer, attendre que quelqu'un réponde et demander des explications à cette personne sur ce qui est en train de lui arriver. Il y va en tremblant, il appréhende vraiment ce qui va se passer. Il arrive devant l'hôtel et il décide de rentrer. Il passe l'accueil et il se rend compte que tout est exactement comme dans son hôtel à lui, sauf que tout est inversé. Par exemple, pour rejoindre les chambres, il faut forcément passer devant la piscine. Et là, la piscine est sur sa gauche quand il passe devant. Alors que dans son hôtel à lui, elle est sur sa droite. Il prend l'ascenseur, il arrive à l'étage et il nous dit que normalement, pour aller à sa chambre, il prend à gauche. Sauf que là, à gauche, c'est un cul-de-sac et il doit aller à droite. Tout est inversé par rapport à son hôtel et il se dit putain, qu'est-ce qui se passe ici, bordel? Ce soir-là, Manu, il publie une dernière vidéo de quand il s'approche de la chambre 328 de cet autre hôtel. Et ce qui se passe est très bizarre. Hein? Mais mec, il est où le moment où t'as toqué, où t'as attendu quelqu'un ouvre? T'as complètement paniqué là. Une heure plus tard, Manu est de retour à son hôtel et il nous dit bon, je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Oui, je sais, j'ai pété un câble en arrivant devant la chambre, je sais pas ce que j'ai foutu, mais j'ai juste testé la carte, j'avais une obsession avec ça et ça a marché, la porte s'est ouverte, alors il est rentré dans l'appart. Il nous explique que au moment où la vidéo coupe, il s'est avancé et il tombe face à l'autre Manuel, le mec qui lui ressemble comme deux gouttes d'eau. L'autre Manuel le regarde d'un air énervé, commence à avancer vers le vrai Manuel et le vrai Manuel part en courant parce qu'il se chie dessus ses grands morts. Là, il réalise que c'est chaud, que ça va trop loin, il change...
Je vais faire un arrêt cardiaque dans cette vidéo. Mais mon gars, je suis en sueur là. Je vous raconte un truc terrifiant. Tout seul dans les bureaux parce qu'il est 21h, il y a plus personne. Et il y a un putain d'orage hyper vénère dehors. Et il pleut à torrent. Putain, je vais ouvrir la porte, il y aura Squeezie 2 qui sera derrière, c'est sûr. Oh, finissons-en, bordel. Il se dit, ok, c'est mort, je reste pas ici plus longtemps. Il avance son retour. Le lendemain, Manu, il va à l'aéroport et la personne à l'accueil de l'aéroport lui dit, bah vous êtes seul parce que vous avez réservé pour 2. Alors qu'il a réservé tout seul, il a pris qu'un billet. Alors Manu, il comprend pas, il est confus et au final, il peut prendre l'avion et rentre dans l'avion. Et il rentre chez lui. Wouh, c'est fini, yes. Et Squeezie peut rentrer chez lui aussi car c'est la fin. Hélas, non. Et ce qui suit est encore pire. En arrivant chez lui, le portier lui dit, putain, vous êtes rentré beaucoup plus tôt que prévu, alors vous avez fait vite. Et Manu comprend pas puisque ça fait une semaine qu'il est parti. Alors il lui dit, mais qu'est-ce que tu racontes, ça fait 7 jours. Et le portier lui répond, bah non mec, t'es parti il y a vraiment quelques minutes. Et en plus de ça, tu m'as laissé un petit paquet à te donner quand tu reviendrais. Alors tiens, je te le donne. La Manu, il comprend rien. Il prend le paquet qui est pour lui, il monte dans son appartement et il pose ses affaires. Il décide d'ouvrir le paquet et il découvre juste son profil Twitter imprimé. Et en retournant la feuille, il y a un message qui est marqué et qui dit, arrête d'écrire tout ça, ça se termine ce soir. Tout va bien. Il se chie dessus, alors il décide d'aller acheter à manger. Il retourne chez lui et là, en regardant par la fenêtre, qu'est-ce qu'il voit? Bah, la vidéo sera plus explicite que mes mots. Manu le faux qui le fixe. Oui, je l'ai appelé Manu le faux parce que c'est le faux Manu. Là, Manu, il va voir la police, il leur explique, il leur montre la vidéo du mec qui le fixe par la fenêtre. Il leur montre aussi les vidéos qu'il a prises à l'hôtel. Il dit, regardez, il y a un mec qui me suit, il me ressemble comme 2 gouttes d'eau, ça va pas, on dirait mon putain de clone, c'est flippant. La police le regarde bizarre, le croit pas du tout. Alors il décide de rentrer chez lui. En rentrant chez lui, sa poignée, elle a changé. C'est une porte qui s'ouvre avec une clé et Manu, il dit, putain, j'ai le souvenir de l'ouvrir avec une carte d'hôtel, mais c'est impossible. Parce qu'avant d'aller voir les policiers, j'étais chez moi et en rentrant chez moi, j'ai dû ouvrir la porte. Mais j'ai pas la carte de l'hôtel, elle est restée à l'hôtel là-bas en vacances. Alors comment j'ai fait pour l'ouvrir en rentrant la première fois? Il commence à péter un câble con de Manu, putain. Il se décide à retourner à l'hôtel en vacances parce qu'il se dit qu'il va rien résoudre chez lui et que le truc le suit et il en peut plus. Alors il réserve un vol le lendemain pour repartir à cet autre hôtel. Et en voulant partir, il arrive plus à trouver sa porte d'entrée. Il se met à chercher sa porte d'entrée chez lui, il la trouve plus, il peut plus sortir de là. Et il ressent un truc bizarre, c'est comme si tout était plus grand mais plus petit à la fois. C'est le même endroit mais tout n'est plus au même endroit par rapport à avant. D'un coup, il trouve enfin une fenêtre, il regarde par la fenêtre et il voit la piscine de l'hôtel. Alors qu'il est chez lui, il est rentré chez lui. Il décide de tweeter une photo de ça pour nous prouver qu'il y a un truc qui va pas. Sauf que sur la photo, nous on voit juste sa rue, on voit pas du tout la piscine. Là, Manu dit qu'il entend quelqu'un chez lui, il pense qu'il est pas tout seul. Il réussit à se réfugier dans une salle de bain. Mais elle ressemble pas à sa salle de bain, c'est un autre endroit. C'est un mélange entre la salle de bain de la chambre de l'hôtel et sa salle de bain à lui. Le faux Manuel ouvre la porte de la salle de bain, regarde Manuel qui est au sol, sans bouger. Il comprend pas ce que l'autre Manuel veut, il bouge plus. Et il réalise qu'il y a aucune solution à son problème, que il va y passer, mais que peut-être il peut prévenir le prochain locataire de cette chambre d'hôtel. Alors il décide de sortir son stylo et de trouver un endroit où marquer un message d'avertissement que seul le prochain locataire pourra lire. Et il trouve où il pourrait marquer ce message. L'histoire recommence encore et encore. Et là il écrit un message avec la même manière dont s'exprimait le mec qui était rentré dans la chambre de Manu pour la première fois. Les mots sont pas dans le bon ordre, c'est bizarre. Merci pour tout. J'aurais aimé ne jamais me rendre à cet hôtel. Si seulement j'avais écouté avant le message de peut-être que j'aurais été sauvé. Fin. Wow! Peut commencer le 13 mars sur Twitter lorsqu'un utilisateur comme vous, comme moi, a partagé un message vocal trop bizarre qu'il a reçu sur son téléphone. Peut-être avez-vous suivi cette histoire ou pas, je sais pas, moi en tout cas je l'ai suivi grâce à quelqu'un qui m'a mentionné à ce moment-là et qui m'a dit, Lucas, intéresse-toi à ce truc, je suis sûr tu vas kiffer. Il avait juste! Il me connaît bien, il me connaît mieux que ma maman cet homme, hein. Paul ou Julien, je sais plus ton nom. Peut-être Thierry. Bref, le 13 mars, un utilisateur du nom de Tai demande de l'aide aux tweetos pour déchiffrer un message vocal trop bizarre qu'il vient de recevoir. Alors ce message vocal, qu'est-ce qu'il raconte? Eh ben écoutons-le ensemble. Sierra, Delta, Alpha, November, Golf, Echo, Romeo, Sierra, Oscar, Sierra. N'est-ce pas creepy sans déconner? Imaginez-vous recevoir ce message sur votre boîte mail. Moi j'aurais fait comme ça et j'aurais partagé sur Twitter, j'aurais dit qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui m'arrive? Alors les tweetos sont immédiatement intéressés à son tweet. Il y a eu plus de 150 000 RT sur son tweet parce que tout le monde s'est dit what the fuck, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Le message utilise l'alphabet phonétique de l'OTAN, c'est ce qui est entre autres utilisé pour les communications radio parfois. C'est un truc qui est utilisé normalement surtout par l'armée ou les secours ou la police. Pour le déchiffrer c'est assez simple, en gros faut juste garder la première lettre de chaque mot et ça te donne d'autres mots. Voilà, par exemple, je sais pas moi, pour dire Squeezie, ben tu dis Sierra, Québec, uniforme, Echo, Echo, Zulu, India, Echo. Voilà, ça fait Squeezie. Ok, je vais pas vous faire travailler aujourd'hui, vous pouvez ranger les stylos et les cahiers. Tai a déchiffré le message vocal pour nous et ça donne danger SOS, it is dire for you to evacuate because you they are not human, SOS, danger SOS. Ce qui en français nous donne danger SOS, il est terrible pour vous d'évacuer, soyez prudents, ils ne sont pas humains, SOS, danger SOS. Je change d'opérateur tout de suite. Jusqu'à là on peut se dire putain c'est un canular, je suis pas le seul à avoir reçu, énormément d'autres gens ont dû le recevoir, ça fait peur mais voilà bon bien joué la blague. Juste là moi je trouverais ça dingue que des gens prennent le temps de mettre au point des blagues de ce genre là qui font vraiment flipper les autres quoi. C'est vraiment pas gentil du tout comme blague, c'est l'inverse d'une blague mon gars. Dans le message à la fin il y a aussi une série de chiffres. 040
Et généralement une série de chiffres c'est forcément un truc à déchiffrer, ça se balance pas comme ça signifie forcément quelque chose. Alors les tweetos, ces bons tweetos qui ont flair, qui ont l'enquête dans le sang là, qui ont trop regardé d'Eric, eh ben ils enquêtent mon gars. Et ils enquêtent très bien putain. Une tweetos du nom de Erin Mahoney 6, j'espère que j'écorche pas son nom. De toute façon elle est pas française, je m'en bats les couilles, elle tombera jamais sur cette vidéo. Bref, elle a eu l'idée de taper les chiffres dans Google Maps comme si c'était des coordonnées. Et il se trouve que ça donne un endroit très proche de celui où on a perdu le contact avec le vol numéro 370 de Malaysia Airlines. Le fameux avion qui a disparu. Je sais pas si vous avez entendu parler de cette histoire, c'est un truc de malade, c'est un mystère total. Ça s'est passé en 2014 et à l'heure actuelle on a retrouvé quelques débris en 2015, mais on n'a pas retrouvé le gros de l'appareil, on sait pas ce qui s'est passé, l'histoire est très étrange. Et ça, normalement, ça n'arrive jamais. Il peut y avoir des crashs d'avion, mais on sait à peu près ce qui s'est passé, notamment grâce aux fameuses boîtes noires. Et surtout, ça disparaît pas des écrans radars comme ça. Là, l'avion a disparu sans aucune raison. C'est un mystère total. Je vous avoue que j'ai pas trop enquêté sur ce sujet-là parce que j'ai déjà peur de l'avion. Si je me mets à psychoter là-dessus, je vais péter un câble, je vais plus jamais partir en voyage, c'est fini. Donc, je me conserve à propos de ce sujet, mais voilà, c'est un mystère de fou. Vous pouvez enquêter de votre côté là-dessus si vous voulez. Et on en est donc au point où le fameux message reçu dans la boîte vocale du mec est relié au vol 370 disparu de Malaysia Airlines en 2014. Soi-disant. Attention, les coordonnées sont très proches et coïncident fortement, mais on sait pas. Il y a alors un mec du nom de Uzumaki qui se joue en débat et qui dit mais mec, et si le message vocal que t'avais reçu c'était tout simplement les derniers moments de la boîte noire du vol Malaysia Airlines 370 qui avait disparu? Damn it! Alors pour ceux qui savent pas ce que c'est une boîte noire, c'est un truc qui est dans l'avion qui enregistre tout ce qui se passe et comme ça en cas d'accident ou de crash, et ben on la récupère et on analyse les données pour comprendre ce qui s'est passé et pour pas que ça se reproduise. Voilà, ça a contribué au fait que l'avion soit le moyen de transport le plus sûr du monde. Il y a eu pas mal de théories sur la disparition de cet avion, dont énormément qui parlent d'aliens qui auraient kidnappé l'avion ou à l'intérieur de l'avion l'un des passagers était pas humain et voulait du mal aux gens, enfin bref. Alors qu'est-ce qui s'est passé avec ce putain d'avion? Et est-ce que ce que Ty a reçu sur sa messagerie c'est bel et bien la boîte noire qui lui a parlé? Est-ce que quelqu'un a pris contrôle de l'avion? Est-ce que quelque chose a pris contrôle de l'avion? Ah, Internet devient fou! Mais alors pourquoi les infos de cette boîte noire auraient atterri dans la messagerie de notre ami Ty? Ça n'a rien à foutre là, qu'est-ce qui s'est passé? Uzumaki continue dans sa théorie des boîtes noires et il dit qu'il y a eu des grosses tempêtes solaires, que quand il y a une tempête solaire ça augmente le magnétisme dans l'air et qu'en augmentant le magnétisme dans l'air, le signal aurait été amplifié pour atteindre le téléphone de Ty. C'est un peu gros comme théorie. Là on commence à se dire ok, on est définitivement dans de la fiction, mais c'est pas tout! Le lendemain, Ty reçoit des tas de messages d'inconnus parce que son tweet attire la curiosité mais de milliers de personnes. Il lâche des screens de certains de ces messages dont l'un qui est écrit en indonésien et l'autre qui est écrit en code morse. Il va alors traduire celui qui est écrit en indonésien et ça nous donne en français: évacuez, s'il vous plaît envoyez de l'aide, il y a des prisonniers, c'est l'effondrement des nations. Mais je vous ai aussi dit qu'il avait reçu un message en code morse. Très connu hein, le code morse, c'est un peu chiant à décoder mais bon voilà, quand t'as un peu de temps tu peux. Et le message décodé nous donne They are taking over, ce qui en français nous donne ils prennent le contrôle, toujours avec une date, la date du 18 avril 2018. C'est toujours pas passé au moment où la vidéo sort. Et là il y a masse gens qui ont psychoté, qui ont dit ah putain les aliens arrivent le 18 avril. Ça a spéculé comme ça dans tous les sens. Et Ty qu'est-ce qu'il a fait? Il a désactivé son compte Twitter. Tout le monde s'est dit putain le gars il a balancé son gros fake monté de toutes pièces et il se casse comme ça. Vieux conspirationniste de merde. Ce mec là a accepté un appel Skype avec un autre youtubeur dans lequel il a l'air hyper sincère déjà. Et il dit que c'est vraiment pas lui qui a créé ce message vocal, il a vraiment reçu ça. Il est vraiment allé sur Twitter en disant putain c'est quoi, aidez-moi, je comprends pas. C'est pas du tout un gars qui croit aux théories conspirationnistes de base et ses potes pareil. Et en fait il expliquait qu'avec la proportion que ça a pris, déjà il recevait énormément de messages, dont beaucoup de messages de haine. Du coup on est là avec toutes ces infos. À partir de là, qu'est-ce qu'on fait? Il faut se dire que ce message vocal il a probablement été créé par quelqu'un qui a envoyé ça à Ty. Ty avait quelques milliers de followers, donc c'est judicieux en plus d'envoyer ça à un mec à quelques milliers de followers. Le gars savait que de base ça allait faire un peu de visibilité et que ça pouvait partir en gros buzz. Et c'est ce qui s'est passé. Donc a priori, on dirait au final un jeu d'énigmes. Et peut-être qu'il y a plein d'autres gens qui ont reçu le message mais qui sont tout simplement pas sur les réseaux sociaux, qui l'ont juste supprimé et qui s'en battaient les couilles. Bref, Ty lui, il l'a partagé et malheureusement ça l'a mis sous le projecteur. Vraiment, je vous ai dit, la vidéo elle a fait plus de 8 millions de vues. Le pauvre tout ça l'a dépassé, du coup il avait désactivé son compte Twitter, il était revenu sous un autre nom, mais du coup il avait une photo comme l'autre compte, donc les gens pensaient que c'était un fake et il s'est repris encore plus d'insultes, enfin le pauvre. Aujourd'hui on va parler de ce qui est arrivé à Ryan alias Lust for Love sur Twitter. En août dernier, décidément c'est là où toutes les histoires d'horreur commencent apparemment. Le mois d'août, ne sortez pas de chez vous. Ryan s'est vu demander par son voisin de garder son chien pour la modique somme de 40 $ par jour, ce qui est carrément cool. Vraiment, il décide de partager la nouvelle à sa communauté en disant putain, ma voisine m'a demandé de garder son chien la semaine prochaine, elle m'a dit qu'elle me donnerait 40 $ par jour et je dois le garder 5 jours. 3 jours plus tard, Ryan nous dit qu'il a rendu visite à sa voisine et que il a des trucs à nous dire. Premièrement, quand il est arrivé dans la maison de sa voisine, il faisait complètement noir. Alors qu'il était 19 h et en plein mois d'août, il fait pas nuit du tout à 19 h. Et quand il dit qu'il faisait complètement noir, c'est qu'il faisait complètement noir, on voyait que dalle dans la baraque. Apparemment, cette dame, elle a 40 ans et elle vit seule dans une maison
immense. Ryan nous indique qu'il a pas de problème avec ça, qu'il juge pas, mais c'est toujours effrayant de voir quelqu'un qui vit seul dans un endroit 10 fois trop grand pour lui. Non pas qu'on est jaloux ou quoi, mais on se dit putain, il vit seul là-dedans, ça lui fout pas le cafard. Ou alors ça se trouve il était pas seul et sa famille est morte. Il nous dit ensuite qu'il était un peu en flip parce qu'elle parlait d'une manière bizarre et dès qu'elle parlait, elle avait besoin de toucher des parties de son corps à Ryan. Très bizarre, très tactile la dame. Ryan nous cache pas qu'il passe un très mauvais moment quand il la rencontre, mais il se dit bah les couilles, c'est que pour 5 jours et je vais me faire de l'argent, allez on y va. La dame finit donc enfin par l'amener dans une pièce sombre dans laquelle se trouve le chien dans une petite cage. La dame lui dit alors de le garder dans la cage quand il s'en occupe et de le laisser sortir uniquement quand il a besoin de faire pipi. Et il se dit mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Un chien il est pas fait pour être en cage dans une pièce sombre et humide. Tu le laisses gambader dans ton jardin, tu sais pas, un chien c'est un être vivant comme nous, il a besoin de kiffer sa vie un peu. Ouais, je passe un message, ouais, ok. Alors il continue de parler et la dame lui dit qu'elle a déjà dû faire appel à des gens pour s'occuper de son chien mais que certains d'entre eux l'ont empoisonné et elle a donc dû s'occuper de leur cas. Des gens qui ont empoisonné son chien. Qu'est-ce que tu veux dire par là? À ce moment-là, Ryan se dit qu'il va laisser le boulot à quelqu'un d'autre, que c'est beaucoup trop glauque, beaucoup trop bizarre l'ambiance dans cette maison, comment elle est cette dame. Et puis au final, il pense à l'argent, il se dit franchement il y en a que pour 5 jours, je vais m'occuper d'un chien qu'elle traite probablement comme une merde. Une fois le boulot terminé, je la reverrai plus jamais de ma vie, bah les couilles, allez j'y vais. Ryan rentre chez lui, on est le 15 août et il commence à garder le chien le 16 août. Donc le lendemain. Et il nous fait une petite blague, il nous dit de pas nous inquiéter, qu'il réussira à trouver où elle cache les cadavres des gens qu'elle a tués. Bonne blague Ryan, bonne blague. Attends donc de passer la nuit seul dans cette maison. Nous sommes le 16 août, Ryan va chez sa voisine. Et il nous met ensuite une petite vidéo de lui qui marche dans la maison. Et effectivement, cette putain de maison, elle fout le cafard, mec. Quel cauchemar, putain. On croirait la maison dans Resident Evil 7, tu sais, où il se trouve au milieu d'une famille glauque, quoi. Je suis sûr c'est cette maison-là, en fait, qu'il y a dans le jeu. On va pas se mytho, c'est aussi la manière dont c'est filmé. Il est avec son téléphone en mode flash, ça rend tout glauque. Bref, il fait un petit tour dans les chambres, voir s'il y a personne. Il prend des petites photos pour nous montrer. Mais il met une vidéo d'un truc qui retient quand même son attention, puisque c'est extrêmement glauque. Mec, pourquoi il y a une poupée assise sur une chaise qui regarde le lit? C'est probablement la même chaise d'ailleurs que celle où David s'assoit la nuit quand... Tout est glauque, regarde le matelas gros. Y a pas de drap dessus, c'est 2 matelas empilés. Même l'horloge et le tableau ils sont posés par terre sur la moquette, ils sont plus accrochés au mur mec, c'est trop bizarre. À ce moment là tout le monde dit à Ryan de se barrer. Y a même une meuf qui dit tu peux vivre même sans les 200 $, mais tu ne peux pas vivre si tu n'es plus en vie. Cours. Elle a raison. Ryan continue de faire un petit tour de la maison, c'est normal, il va y dormir pendant 4 jours, il a plutôt intérêt à être au courant de ce qu'il y a dedans. Il nous dit que toutes les pièces de la maison sont ouvertes sauf une seule dont il n'a pas la clé. Selon lui, cette pièce mène au sous-sol. Sous-sol dans lequel se trouvent peut-être les gens que cette dame a tués, je sais pas. Ryan remarque aussi quelque chose d'autre, c'est que depuis qu'il est arrivé dans la maison, il y a un vieux poste radio qui fait du bruit, qui grésille. Comme si vous savez, elle l'avait mis entre 2 stations, donc il y a pas de musique, ça fait juste du bruit. C'est juste flippant gratuitement. Ryan prend une autre photo d'une des bibliothèques de la maison dans laquelle se trouvent beaucoup de livres de républicains extrémistes blancs. Ryan se dit que c'est bien le genre de personne qui serait capable de commettre des meurtres. Ryan nous envoie ensuite une vidéo dans laquelle il pense avoir entendu un bruit venant de derrière une porte. À vous d'en juger. Clairement là il faut partir en courant. Il faut arrêter de faire comme dans les films d'horreur là, quand le perso principal il entend du bruit, on sait clairement que c'est un esprit qui veut lui couper la tête, mais il y va quand même, on sait jamais. Mais part en courant. Putain ça m'énerve ça. Quelqu'un lui répond en disant n'ouvre pas la porte tant que tu n'es pas absolument certain que c'est une personne réelle derrière et pas un esprit. Et un autre mec lui dit mais ils traversent les murs les esprits putain. Je trouve ça drôle. Désolé, ça me fait du bien. Ça me fait décompresser là de cette histoire de merde encore d'horreur là. Ryan nous dit ensuite que l'un de ses followers a remarqué un truc bizarre avec la poupée sur la vidéo qu'il a mise. Alors il décide de retourner pour checker de ses propres yeux. Ryan poste alors une vidéo en disant qu'il était en chemin pour la pièce où il y a la putain de poupée de ses morts. Et il a entendu un bruit venir du plafond, plus précisément venir de la ventilation. Mais arrête, fuis gros. Et le chien dans l'histoire gros. T'es là pour t'occuper du chien mec, t'es même pas avec lui. Non mais c'est vrai ou pas? Ryan nous dit qu'il a une nouvelle fois entendu un bruit venir de la porte d'entrée de la maison. Et il décide de prendre une vidéo à travers l'œil de la porte pour nous prouver qu'il y a bien personne devant la putain de maison. Putain, je deviens parano avec ces vidéos là. Le chien a envie d'aller dehors pour faire ses besoins, mais Ryan nous dit qu'il a trop peur d'ouvrir n'importe quelle porte de la maison, y compris la porte d'entrée, donc ça va attendre. On peut clairement le comprendre, on ferait la même dans sa situation, mec. Franchement, le chien, je le mets dans l'évier ou au-dessus des toilettes, tu vas te démerder, tu vas apprendre à faire pipi comme un humain pendant 5 jours. Voilà, après je me casse, c'est bon. Non, vraiment, c'est chaud. Ryan fait alors une autre découverte. Il se trouve que sous l'un des lits dans une pièce, il y a des putains de clous. Oh, elle montait un meuble Ikea, elle a fait tomber quelques outils, elle a pas fait gaffe. J'espère. Ryan, pourquoi tu ne pars pas en courant? Mais explique-nous. Ah, tu n'as pas de jambes. Ah bah il fallait le dire. 18 minutes après, qui paraissent une éternité pour les gens qui suivaient le thread en direct, Ryan donne des nouvelles. Il dit qu'il est toujours vivant et que quelque chose est arrivé. Il dit qu'il a entendu quelque chose tomber par terre dans la pièce où se trouve la poupée. Il nous rappelle qu'il n'a touché à rien dans cette pièce, qu'il n'a bougé aucun objet. Il décide alors, plutôt que de rentrer chez sa mère en chialant en appelant la police, de retourner dans la pièce où il y a la poupée pour voir ce qui s'est passé. Vidéo.
Vous l'avez vu ou pas? Regardez bien par rapport à la vidéo qu'on a vue tout à l'heure, un truc a changé. La tête de la poupée a bougé. Cette salope de poupée a bougé. C'est horrible. Un des followers de Ryan a une bonne idée en lui demandant de regarder dans les étagères où il y a des bouquins s'il y a un bouquin sur le paranormal. Peut-être que ça pourrait indiquer que la propriétaire de la maison, elle fait des trucs un peu bizarres, des rites ou on sait pas trop quoi. Et ça pourrait expliquer ces phénomènes, paranormaux ou pas, que pour l'instant Ryan n'arrive pas à expliquer lui-même. Et devinez quoi? Il en trouve un. Et il nous envoie une petite photo de ce bouquin. Ryan se rend compte qu'il est seulement minuit, alors qu'il a l'impression que ça fait 6 heures qu'il est dans cette putain de maison. Il dit alors qu'il veut pas être comme la fille qui meurt dans tous les films d'horreur, mais il demande aux gens s'il doit rester ou pas pendant l'heure la plus flippante qui est de minuit à 1h du mat. Il se met alors à revoir des tas de messages de gens qui lui disent: mec, prends tes clics et tes claques, le chien, et fuis. Et certains de ces messages le font vraiment flipper, notamment un mec qui lui indique s'y connaître pas mal en tout ce qui est sorcellerie et paranormal, et que mettre des clous sous son espace de vie intime peut vouloir dire plusieurs choses. Soit que la personne essaye de repousser quelque chose de sérieux et d'agressif, ou alors qu'il y a des zones maudites dans la maison. Ryan décide alors de se barrer de la maison. On ne sait pas s'il a pris chien ou pas, on ne sait pas si tout ça est vrai, mais putain ce que c'est flippant. Aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire d'un type qui s'appelle Nathan et qui a publié il y a 3 ans un gros thread sur Reddit. Nathan commence son thread en disant qu'il vient de recevoir un autre message, on sait pas de quoi il parle, que ce message là est pire que les autres et que là il a besoin de catalyser tout ça dans un thread. Mais de quoi parle-t-il? Nathan nous explique que sa copine est morte le 7 août 2012 dans un accident de voiture alors qu'elle revenait du travail. Plus précisément, il y a une voiture qui a grillé un feu rouge à un carrefour et qui est rentrée dans la voiture de sa copine, et sa copine est décédée dans les minutes qui ont suivi l'accident. C'est tragique. Nathan nous dit qu'au moment de l'accident, ça faisait presque 5 ans qu'ils étaient ensemble, que lui il pensait à se marier avec elle, mais elle était pas très chaude, c'était pas trop son délire. Mais Nathan nous dit que si le mariage c'était son délire, il l'aurait épousée au bout de 3 mois de relation, il était fou amoureux d'elle. Nathan prend le temps de nous dire que c'était une fille géniale, qu'elle aimait toucher à tout, qu'elle adorait aussi bien le camping que la technologie, qu'elle a toujours senti la cannelle. Il donne plein de détails comme ça, mais en fait il nous dit qu'il a besoin de nous décrire la personne formidable qu'elle était avant de décrire autre chose de beaucoup plus bizarre et étrange. Et ça aura son importance plus tard, donc écoutez bien. 4 septembre 2013, c'est là où le cauchemar commence pour Nathan. Nathan a pris soin de laisser le compte d'Emily ouvert comme si elle était encore vivante pour pouvoir se balader dans ses albums, aller écrire un petit message sur son mur, bref tout ce qui peut lui rappeler sa bien-aimée et lui faire du bien. Voilà, chacun sa manière de faire son deuil et d'essayer d'aller mieux, on le jugera pas. Je sais pas si j'ai dit, mais sa copine elle s'appelait Emily. Voilà, si jamais, je suis une merde. Nathan nous dit qu'il avait donné le mot de passe du compte Facebook de Emily à la maman d'Emily qui s'appelle Suzanne. Il précise qu'elle va zéro sur l'ordi, elle a dû passer 3 minutes sur Facebook sans rien comprendre à ce qui se passait. Mais bon voilà, si jamais elle avait besoin de faire comme Nathan et d'aller voir ses photos, ses messages, tout ça, elle pouvait le faire. Alors qu'est-ce qui s'est passé le 4 putain de septembre 2013, Lucas? Eh ben Emily, elle a envoyé un message à Nathan. Eh oui, c'est pas terrifiant mec. On voit un morceau de conversation au-dessus. Ça c'est des messages qu'il lui a envoyés juste quand il avait le besoin de lui parler, comme si elle était encore là. Et là Emily répond bonjour. Oh putain. Ce à quoi Nathan répond: Suzanne, vous êtes sur le compte d'Emily. Il a filé les comptes à Suzanne, la maman d'Emily. Il se dit que c'est sûrement elle et qu'elle a oublié de se déco et de se reco sur son compte, elle connaît pas trop la technologie. Et il a raison, il rationalise, il a raison. Mais ce qui se passe, c'est que c'est peut-être vraiment Emily. Ok, on continue. Là je sais que là vous commencez à vous dire: oh, ça commence à être intéressant cette histoire. Nathan se précipite alors sur son téléphone pour appeler Suzanne et lui demander si c'est elle qui s'est connectée au compte de sa fille. Et Suzanne lui dit qu'elle ne s'y est pas connectée depuis la semaine où sa fille est décédée. C'est chaud mec. Nathan se dit alors qu'Emily connaissait beaucoup de monde et que c'est sûrement l'un de ses pseudo-amis qui connaît un peu le game de la technologie, qui a récupéré son mot de passe, qui veut juste le baiser de la pire façon et lui faire du mal pour rien. Le 16 novembre, donc 2 mois après le premier message, Emily lui envoie un nouveau message. Allons se balader sur le sentier ce dimanche. Nathan a pris soin de flouter le sentier en question pour pas que les gens y aillent ou qu'ils retrouvent vers où ils habitent. Bref, il a raison, il se protège. Et en voyant ça, Nathan il remarque un truc, c'est que c'est des messages que Emily a vraiment envoyés de son vivant des mois auparavant. Il se rend compte qu'en gros l'usurpateur d'identité qui est sur ce putain de compte, il s'amuse à remonter la conversation et à remettre des messages qu'elle a vraiment envoyés de son vivant à Nathan. C'est horrible. Nathan répond alors: bon bordel, t'es qui? Ce à quoi Emily répond: les roues du bus. Ce message est chelou, mais Nathan nous précise qu'en fait ça vient d'une discussion qu'il y a eu entre lui et Emily beaucoup plus tôt, quand ils étaient en train de planifier un road trip qui n'a jamais eu lieu parce qu'elle est décédée avant malheureusement, et en gros ils s'envoyaient des musiques à télécharger pour les mettre dans la voiture pendant le road trip. Nathan demande alors à la fausse Emily de dire qui c'est qui fait ça, et la personne en face ne répond pas pendant plusieurs mois. Vous imaginez? Il y a quelqu'un, tous les 2 mois, il t'envoie 1 ou 2 messages avec le compte d'une personne qui est décédée et que t'apprécies énormément, et tu sais pas qui c'est. 3 mois plus tard, en février 2014, Nathan il va sur Facebook, et qu'est-ce qu'il voit? Il voit que Emily s'est taguée sur des photos de lui. Et en arrivant sur la photo, il s'aperçoit que le tag est là où elle se trouvait quand elle était encore vivante et qu'ils étaient ensemble à l'appartement même. Donc c'est hyper glauque, et là Nathan il se dit putain, qu'est-ce que c'est que cette merde là, ça devient vraiment glauque. Là on est plus sur une simple blague de quelqu'un qui se connecte sur le compte de la personne pour t'envoyer des messages, qui est déjà très chaud à faire quand même, faut vraiment être taré. À partir de là, Nathan il a une réaction très humaine, il nous dit qu'il dort presque plus la nuit, il est
hyper en colère parce qu'il sait toujours pas qui fait ça et dans quel but, et ça le rend ouf parce que c'est abusé de faire ça. Ce truc là, ça a déclenché un autre problème, c'est que les amis d'Emily ont vu qu'elle se taguait sur des photos de Nathan. Une partie d'entre eux ont simplement pensé qu'il s'agissait d'un bug informatique, comme il y en a tout le temps sur tous les sites du monde, ça peut arriver. Mais le problème, c'est qu'une autre partie des amis ont pensé que c'était Nathan qui était en train de péter un câble, de tomber dans la folie et qui se connectait sur le compte de sa copine pour la taguer sur des photos de lui. Il a donc perdu des potes qui trouvaient ça horrible qu'il fasse ça, alors qu'il a jamais fait ça. Mais c'est horrible, vous vous rendez compte, déjà tu vis le truc, tu prends cher dans la gueule et en plus tu perds des potes qui te prennent pour un putain de psychopathe, c'est l'enfer. Un mois plus tard, Emily continue à être taguée sur des photos de Nathan et Nathan décide d'envoyer un message à ce qui suppose être le hacker d'Emily. Dans son désespoir, il lui dit: mec, pourquoi tu fais ça, pourquoi tu continues de la taguer? Voilà, pour faire réagir, lui montrer que c'est juste triste de faire ça et ça lui fait beaucoup de mal et c'est débile. 10 jours plus tard, Nathan reçoit de nouveaux messages. Elle lui envoie plusieurs bonjours parce qu'il répond pas au tac au tac. Nathan lui dit que c'est vraiment dévastateur, qu'il comprend pas pourquoi cette personne prend du plaisir à faire ça. Et là, Emily lui répond un truc un peu bizarre. Elle lui dit: OMG, des bougies parfumées à la cannelle. Et on se souvient ce que Nathan a dit au début, qu'elle sentait beaucoup la cannelle. Nathan, sous la colère, lui dit d'aller en enfer. Et Emily répond: pourquoi tu fais ça? Parallèlement à ça, Nathan, il allait sur des forums techniques pour trouver comment traquer quelqu'un qui se connecte à un compte Facebook, le retrouver avec l'adresse IP. Il a même essayé de contacter Facebook. Bref, il cherchait un moyen de trouver qui était derrière ce putain de compte. Facebook lui a fait ses retours et en fait, les connexions ont lieu sur son PC ou celui de Suzanne ou celui de son bureau. Bref, que des PC à lui en fait, où il y a que lui qui a accès, donc il comprend pas. Il reçoit une nouvelle vague de messages d'Emily. Il répond: je sais pas ce qui se passe, je sais pas pourquoi tu continues à faire ça, s'il te plaît, arrête. Et c'est là où Emily va lui répondre un truc qui va définitivement faire flipper Nathan, où pour une fois il va commencer à se dire: putain, c'est bizarre, là on dirait vraiment que c'est Emily qui a le compte et pas un usurpateur. Emily va réutiliser les mots qu'il vient de dire: s'il te plaît, arrête, je ne sais pas ce qui se passe, Nathan, je ne sais pas ce qui se passe. Comme si c'était pile les phrases qui manquaient à Emily pour pouvoir dire à Nathan qu'elle comprend pas ce qui se passe, qu'elle ressent là, c'est trop bizarre. Une semaine plus tard, Emily lui envoie les messages les plus flippants qu'elle ait pu lui envoyer dans cette conversation et ça me fout le cafard, mon gars. À partir de là, ça part en couille. Elle lui envoie aïe avec une étoile, donc probablement un message de Nathan ou d'Emily qui s'est corrigé. Puis moins 12, moins 15. Puis elle utilise une phrase que l'un des deux s'était envoyé auparavant, comme d'habitude: mon pull est dans le sèche-linge et il fait très froid dehors. Vraiment froid dehors. Froid, froid, Nathan, s'il te plaît, arrête. Et là, pour la première fois, elle compose un mot avec des morceaux de mots et de phrases qu'il y a eu dans la conve. Et elle écrit freezing, ce qui veut dire glacial. Et puis elle rebalance la fameuse phrase que Nathan lui avait dit: je ne comprends pas ce qui se passe. Nathan nous dit qu'à partir de là, il commence à faire des cauchemars parce que c'est un peu trop pour son petit cœur. Et il fait le même cauchemar en boucle. Il rêve qu'elle est dans une voiture bleue et grise gelée, que lui se trouve à l'extérieur de la voiture, qui frappe contre la vitre en lui disant: sors, 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 rejoins-moi. Et qu'elle le regarde même pas, elle l'entend pas, elle est keblo dans la voiture dans le froid. Et c'est horrible, voilà, tout simplement. 2 semaines plus tard, Nathan se met une grosse caisse dans la gueule, il se bourre littéralement la gueule. Nathan lui envoie des messages, il lui dit: je suis vraiment bourré, tu me manques, peu importe qui se connecte sur ce compte, j'en ai rien à foutre. Je continue à rentrer du travail et à espérer te voir sur l'ordinateur. Est-ce que je devrais pas être habitué à ça maintenant? La réponse d'Emily à ça, c'est ce qui va pousser Nathan à transformer sa page en Memoriam, c'est-à-dire son compte n'existe plus, c'est juste que des souvenirs. Il est plus possible d'envoyer des messages avec ce compte là, il y a plus, toutes les photos disparaissent il me semble. Bref, c'est ce qu'on fait quand une personne est décédée pour lui rendre hommage et tout le monde peut écrire un petit mot sur le mur. J'espère que vous avez jamais connu ça autour de vous, mais c'est possible de faire ça sur Facebook et au final c'est une bonne chose, je trouve. Emily lui a tout simplement répondu: just let me walk, qui veut dire laisse-moi juste marcher. Pourquoi ça trouble profondément Nathan? C'est une phrase qu'elle lui avait déjà envoyée quand elle était encore vivante parce qu'il avait insisté pour la ramener chez un ami, sauf qu'elle voulait marcher donc elle lui avait dit laisse-moi juste marcher. Bref, pourquoi dans ce contexte là c'est glauque? C'est parce qu'en fait lors de l'accident de voiture, les jambes d'Emily ont été sectionnées en diagonale. Je vous épargne les détails mais c'est horrible et c'est ce qui peut vraiment arriver en plus dans un accident de voiture, donc conduisez avec prudence. Qu'elle lui réponde laisse-moi juste marcher, c'est pas anodin pour lui et là il vrille. Ça part en Memoriam et malheureusement ça va être encore pire pour lui après. Pour qu'on comprenne ce qui se passe après, Nathan nous envoie un screen de la conversation le jour où Emily n'est pas rentrée à la maison parce qu'elle a eu son accident. Habituellement elle rentrait tous les jours du travail aux alentours de 16h et là à 17h30 elle était toujours pas rentrée, donc Nathan s'est dit qu'il allait lui envoyer des messages pour prendre des news. Il lui a demandé si elle était sur le chemin du retour, puis il lui a demandé de l'appeler quand elle verrait ce message. Il dit qu'il a appelé son taf et qu'ils lui ont dit qu'elle était partie à 16h, qu'il commence à paniquer, il la supplie de l'appeler. 2 heures après il a toujours pas de news, il lui dit réponds s'il te plaît à ton téléphone, mais au fond il comprend un peu ce qui s'est passé. 2 mois après le message disant qu'elle voulait marcher, elle lui renvoie des trucs et là elle utilise ce qu'il a dit dans la conversation le jour où elle est décédée, où elle rentrait pas du travail. Elle lui dit hey, tu es sur le chemin du retour? Emily, quand tu vois ce message, s'il te plaît appelle-moi tout de suite, s'il te plaît arrête, je commence à paniquer, s'il te plaît arrête, froid, je sais pas ce qui se passe, froid, gelé. Bordel de merde. Les dernières news qu'il a, c'est ce que je viens de vous dire et c'est la veille du jour où il poste sur Reddit l'histoire. Alors les gens vont lui donner des tas de conseils, vont lui dire mec vraiment ça va faire 1 an que t'es dans cette merde, arrête, coupe tout, quitte Facebook, stop. Sauf que Nathan il a envie de comprendre qui est en face de lui, qui lui fait cette blague depuis 1 an, qui le hante en fait littéralement. 2 mois après le dernier message disant qu'elle voulait juste marcher, Nathan a transformé sa page Facebook en Memoriam et là il reçoit une notification Facebook. Alors Nathan il ouvre ce putain de message.
et il tombe sur une photo de lui sur son ordinateur prise de l'extérieur de sa maison. Là il faut appeler la police, hein, vraiment aucun doute. Et à partir de là, on n'a plus aucune nouvelle. Il a arrêté de raconter ce qui s'est passé. On sait pas ce que c'était. Ça se trouve, il a tout simplement arrêté d'ouvrir sa putain de page Facebook et de se faire du mal. Peut-être qu'il a fermé le compte Facebook d'Emily et le sien aussi et qu'il passe définitivement à autre chose. On sait pas comment ça se termine et c'est frustrant, bordel de merde. Mais d'un autre côté, on espère juste qu'il va mieux. Qui écrivait ces putains de messages avec le compte d'Emily? Est-ce que c'est Emily elle-même ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre qui est un petit malin qui est peut-être, je sais pas moi, le frère d'Emily qui du coup était sur le PC de la maman ou quelqu'un à son bureau, un collègue qui aime pas du tout Nathan et qui va sur son PC et qui est un peu fort en informatique, genre on n'en sait rien. La première histoire est celle de John. En vrai il donne pas son nom mais je vais l'appeler John pour que ce soit plus simple à raconter. Un jeune homme de 21 ans devenu récemment policier et récemment célibataire. Voilà, sa copine a largué, ça arrive à 2 millions d'hommes tous les jours. Sous conseil de ses amis, John va installer et utiliser l'application Tinder et c'est son premier date que je vais vous raconter. John a un match avec une fille très très belle sur l'application, il est très content. Les deux parlent et s'entendent bien et elle lui propose rapidement un rendez-vous en disant qu'elle a un plan cool où on peut observer les étoiles. Une charmante idée pour un premier rendez-vous romantique, sympathique. Alors John monte dans sa voiture et va la chercher chez elle, puis se dirige vers cet espace ouvert où on peut avoir une très belle vue sur les étoiles au milieu de la vie sauvage des animaux. En arrivant sur les lieux, Samantha, son date, le guide à travers les champs pour se poser à un endroit et observer les étoiles comme prévu. Mais pendant qu'il s'avance dans les bois, il observe au loin des phares d'une voiture. Des phares qui se rapprochent très vite de sa propre voiture. Et un van apparaît et se colle à sa voiture, l'empêchant d'avancer. John dit à Samantha de rester dans la voiture, prend sa lampe torche et descend pour aller voir. Très bonne paire de couilles, moi j'aurais fait une marche arrière illico et j'aurais jeté Samantha dans la forêt. Il s'approche du van et constate que le conducteur est très grand et il lui demande poliment s'il peut reculer un peu son van de manière lui à se dégager et à continuer d'avancer dans les bois. Le conducteur du van lui répond très poliment qu'il est le propriétaire des lieux et qu'il voulait pas du tout lui faire peur, il s'excuse. Le conducteur du van lui souhaite alors un bon rendez-vous, un bon date et il part. Ok, ce n'est pas la fin de l'histoire. John retourne alors dans sa voiture, fin de la frayeur, mais il constate qu'à partir de là, il y a Samantha qui arrête pas d'être sur son téléphone et d'envoyer des messages, ce qu'elle ne faisait pas du tout avant. John et Samantha arrivent à l'endroit où Samantha voulait qu'ils aillent pour observer les étoiles, ils descendent de leur voiture, ils les regardent, et environ 1 heure plus tard, bim, les phares du van réapparaissent au loin et se rapprochent très vite d'eux. Le van pile en arrivant devant la voiture de John et Samantha court dans la voiture du conducteur du van. À partir de là, John explique qu'il comprend parfaitement qu'il s'est fait niquer, qu'il est dans la merde. Le conducteur du van sort du van, charge John et le fait tomber par terre. Heureusement, John réussit à le mettre sur le dos et à se relever. Et il voit Samantha prendre un tuyau en métal dans le van qui le menace en disant: on a des armes à feu, obéis-nous, donne-nous ton argent et ta voiture. À ce stade, nous, on dit oui tout de suite, y a aucun problème. Prenez tout, même mon t-shirt. Mais John, il a 21 ans, il est jeune, il vient d'être policier et il pense que c'est Tom Cruise. Il dit non, jamais. John sort son arme à feu, la pointe vers eux en disant qu'il est policier. Gros moment de blanc entre nos trois interlocuteurs. Mais ils obéissent et arrêtent leur connerie. John retourne dans sa voiture, il appelle le 911, il appelle ses collègues, il donne son nom, son numéro de badge, il explique la situation et des collègues à lui rappliquent en vitesse pour l'aider. Parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a dans ce van. Un van c'est grand mec, ça peut contenir beaucoup de choses. Parallèlement, Samantha et son complice s'enfuient dans les bois en van. John reste sage, il attend ses collègues avant de faire quoi que ce soit, surtout ne pas agir seul dans cette situation. C'est faux, c'est entièrement faux, il se dirige à la poursuite du van. C'est un fou John. Et pendant qu'il les poursuit, il entend 3 sons très brillants et il voit des muzzle flash qui partent de l'autre voiture. Il se fait tirer dessus totalement. Je rappelle que tout cela est un date Tinder. On parle d'un date Tinder là actuellement. Ça n'a aucun sens mec. Au moment où il voit les flashs venir de la voiture, il s'arrête, clairement sa fierté part comme ça dans l'aération de la clim. Hop, son sergent et son officier d'instruction arrivent pour l'aider en renfort et ils se lancent tous les trois à la poursuite du van. Ils essaient de le retrouver, ils l'ont perdu de vue. Ils le trouvent et il y avait des couteaux, du ruban adhésif, du liquide pour briquet, une quantité indécente de munitions, des menottes et ce qui semblait être du sang séché. Juste ça. Heureusement, personne n'a été blessé, même si John est traumatisé des applications de rencontre. Je pense qu'on ne peut pas faire un pire premier date. Ça n'existe pas. C'est trop creepy mec comme situation. On dirait vraiment un putain de film. Ce mec a vécu un film d'horreur en vrai quoi. Et heureusement que c'était un policier et qu'il avait une arme de poing pour le coup dans cette situation. Ça me fout la... Mec, ça me fout des frissons. J'ai jamais trop aimé les applications de rencontre parce que je trouve ça un peu glauque des fois. Mais jamais je me suis dit que ça pouvait arriver ça quoi. C'est effroyable mec. Alors, il est temps de vous raconter la deuxième histoire mec qui est ultra glauque, qui est plus courte mais qui fait bien flipper. Léa a 22 ans et elle explique que cet événement s'est passé 1 an et demi avant qu'elle écrive ce post sur Reddit. Elle vient d'emménager dans son premier appartement et elle est encore, vous savez, dans le truc où tu commandes des objets, tu reçois des cartons, tu reçois ton canapé, etc. Elle est encore dans tout le processus d'emménagement. Elle explique que la porte qui mène à son appartement se verrouille automatiquement quand elle se ferme. Ce jour-là, elle va chercher son courrier en étant au téléphone avec son petit ami. Puis elle revient dans son appartement et elle commence à ouvrir son courrier, à lire des lettres des impôts, ce genre de choses. En ouvrant une lettre, elle fait tomber son téléphone qui fait un petit rebond, hop, et qui va légèrement sous le lit. Elle s'allonge alors sur le sol et tend son bras pour récupérer son téléphone et là elle observe le pire truc possible. Il y a quelqu'un dos à elle qui est sous son lit.
Alors c'est une peur qu'on a tous, mais moi j'ai toujours pensé que c'est impossible que ça arrive. Mais elle, ça lui est arrivé, vraiment. Là elle explique que ses yeux s'écarquillent, qu'elle a envie d'hurler, mais que comme le mec est de dos et qu'il ne peut pas la voir, elle fait comme si elle l'avait pas vu. Elle récupère son téléphone, elle dit à l'interlocuteur qui est toujours au bout du fil: désolé, j'ai fait tomber mon téléphone, je vais prendre une douche, je vous rappelle juste après. Et elle se dirige dans sa salle de bain. Elle entre dedans, elle verrouille la porte à clé, elle fait couler l'eau de la douche et comme elle habite au premier étage, elle ouvre la fenêtre de la salle de bain et elle saute. Elle appelle la police qui lui dit de rester pas très loin de l'appart mais caché quand même. Et à partir de là, elle attend l'arrivée de police, les yeux rivés sur son appartement pour voir si quelqu'un en sort. Mais c'est une surfemme, c'est incroyable d'être héroïque comme ça. Avoir le sang-froid de ne pas crier alors qu'un inconnu est chez toi, sous ton lit. Comment elle a fait, mec? Gros, il y a un pissenlit sous mon lit, je crie par réflexe. Bah, qu'est-ce que ça fait là? Elle, il y a un mec entier de dos. C'est bon pour vous? L'idée de reprendre le téléphone et de continuer la discussion comme si c'était rien passé. Tu donnes l'assurance au gars qui est sous le lit que tu l'as pas vu alors que tu l'as parfaitement vu. Bref, c'est incroyable. Un respect incroyable pour cette femme qui est légendaire. Légendaire, niveau légendaire. Alors, elle est donc en train d'attendre la police. Elle a aussi entre temps appelé son petit ami qui la rejoint. Il l'attend avec elle. Et enfin, la police arrive. Elle leur donne les clés de l'appartement et ils se dirigent dedans pour voir si le mec est encore là et pour l'arrêter si c'est le cas. Quelques instants plus tard, deux policiers sortent de l'appartement avec un mec qui a un air très fatigué, un regard de fou, mais qui se débat pas. Les policiers vont dire à Léa que elle a agi merveilleusement bien, même si on le savait déjà, parce que l'homme attendait devant l'entrée de sa salle de bain avec l'un de ses couteaux de cuisine. Voilà, pour probablement faire des faritas avec elle, yes. Hop là, je regarde sous mon bureau vite fait, c'est bon, y'a personne. En fait, le mec était rentré dans son appartement pendant qu'elle récupérait son courrier. La porte s'était pas claquée, elle s'était juste posée, vous savez. Et du coup, il avait pu en profiter pour lui rentrer et se cacher sous le lit. Léa nous explique ensuite que dès le lendemain, son petit ami a emménagé avec elle parce que ça l'avait complètement traumatisé. Et c'est vrai que déjà, quand tu te fais cambrioler, tu sais qu'il y a des gens qui sont allés chez toi quand t'étais pas là et qui t'ont dérobé des affaires, ça te traumatise, mais vraiment. Mais là, quand tu vois qu'il y a quelqu'un chez toi caché de tes propres yeux, ça doit vraiment être une situation tellement stressante, t'es traumatisé, c'est sûr. Donc bravo Léa, respect à toi. Et maintenant, pendant les 4 années qui suivent, moi et des millions de gens vont regarder sous notre lit tous les soirs. Grâce à toi, merci. Les amis, troisième histoire. Et celle-là, elle est... tellement horrible. Et encore une fois, on est tombé sur un héros. Vraiment, les gens qui postent leurs histoires là sur ce thread, ils sont légendaires, gros. C'est des héros de films. Alors, Valentin, on va l'appeler comme ça. J'invente des prénoms, voilà. Valentin a 21 ans, on est le soir, il décide d'aller dans un bar avec un ami à lui. Sur le chemin du bar, son pote était déjà en train de boire, donc quand ils sont arrivés, il était déjà complètement fait. En arrivant au bar, ils s'assoient tous les deux et il y a une fille qui s'appelle Candice, qui est très mignonne, qui vient s'asseoir à côté d'eux pour leur parler, voilà. Je dis des voilà, parce que jusque là, tout est normal. Alors je profite, je dis voilà. Valentin remarque qu'elle a des très beaux cheveux roux, mais que c'est pas naturel. Il pense que c'est une teinture. Bref, c'est une petite réflexion, mais bon, sans importance. Alors Candice flirte avec Valentin et son ami, mais elle semble plus intéressée par son ami. Valentin, il se dit putain, c'est peut-être parce que lui, il est très bourré, donc elle pense qu'elle a plus de chance avec lui. Donc Valentin fait semblant d'être aussi bourré que son pote pour attirer l'attention de Candice. Ah, le petit, vous savez, la petite guerre de séduction là en soirée, blablabla. Alors ça parle, et au bout d'un moment, Valentin, il se dit que peut-être qu'elle est là juste pour avoir des boissons gratuites, qu'elle fait semblant de s'intéresser à eux dans le but de boire des bières ou je sais pas quoi gratuitement. Et elle va répondre de la meilleure des manières, elle va leur payer à boire elle-même. Sauf que ça va durer un moment, elle arrête pas de commander de nouveau des cocktails pour eux tout le temps, à tel point qu'au bout d'un moment, Valentin il sait pas si elle est là pour son ami ou pour lui-même. Tout est un peu flou, c'est bizarre. Le pote de Valentin va aux toilettes, sauf qu'il revient jamais parce qu'en fait les videurs l'ont dégagé de la boîte parce qu'il était trop bourré. Du coup Valentin c'est un vrai pote, il sort de la boîte et il rejoint son ami pour veiller sur lui parce que c'est le plus sobre des deux, donc c'est à lui d'être entre guillemets le gardien. Et Candice suit Valentin dehors, ils se retrouvent donc tous les trois devant le bar. Et là Candice regarde le pote de Valentin et lui propose de venir chez elle, avec elle, voilà, elle l'invite. Sauf qu'il est tellement bourré qu'il arrive à peine à répondre. Valentin comprend donc que son pote est plus du tout maître de ses actes et de ses paroles et du coup dit à Candice non, il peut pas venir avec toi, il est trop bourré là, ça va pas. Parce qu'il a pas envie que son pote se réveille dans une maison inconnue, sans sa voiture et en ayant aucune idée de ce qui s'est passé la veille. Soudainement, Candice, elle s'intéresse alors énormément à Valentin, à tel point qu'au bout d'un moment, elle propose même à Valentin d'offrir un taxi à son ami pour qu'il rentre chez lui et que eux deux aillent chez Candice. Elle a switch très vite quand même de crush là, c'est très bizarre. Mais bon, ok, ainsi soit-il. Ils accompagnent l'ami de Valentin jusqu'à son taxi, puis ensuite, ils se dirigent vers la voiture de Candice. Sur le chemin, elle lui propose de s'arrêter pour acheter de l'alcool dans un magasin et continuer à boire sur le trajet. Elle insiste sur le fait que c'est elle qui paiera l'alcool et qu'il n'y a pas de soucis, sauf que Valentin il est pas chaud, il a déjà beaucoup bu. Sauf que Candice elle insiste. Valentin a peur de gâcher ses chances s'il refuse, donc il lui dit ok achète-moi une bouteille d'alcool et une bouteille de jus de pomme et on va boire. Mais il compte pas boire. Direction la maison de Candice et Candice boit des toutes petites gorgées d'alcool et elle arrête pas d'insister pour que Valentin boive et boive. À tel point que là ça devient pas normal, c'est trop bizarre d'insister à ce point pour que quelqu'un boive, ça n'a aucun sens. Mais Valentin encore une fois il a peur de la froisser et de gâcher ses chances, donc il va prendre
prendre des gorgées d'alcool qu'il garde dans sa bouche et qu'il va recracher dans la bouteille de jus de pomme. Il va aussi la tester en l'appelant autrement que par son prénom. Il va l'appeler Carla, Lana, volontairement, et elle va pas du tout réagir, comme si elle s'en fichait complètement. Et ça fait un truc chelou de plus. Normalement, si t'es intéressé par quelqu'un et qui se trompe de prénom en t'appelant, t'es un peu vexe quand même, tu réagis. Ça y est, ils arrivent enfin tous les deux devant la maison de Candice. Ils rentrent, et en rentrant, Valentin fait exprès de tomber pour faire croire qu'il est vraiment très bourré. Elle l'aide à marcher, elle le tient, la porte d'entrée n'est pas verrouillée, donc il rentre. Et après être entré, elle ferme la porte d'entrée à double tour. Bref, il est tard le soir, on ferme sa porte d'entrée par peur que quelqu'un entre par effraction et se cache sous son lit par exemple, hein. Yes! Valentin lui demande s'il peut aller dans la salle de bain, et en entrant, il verrouille cette dernière et il se regarde dans le miroir en se disant putain, il y a un truc qui cloche, c'est pas normal là, il y a eu trop de trucs bizarres. Et là, il entend Candice parler dans le salon à quelqu'un et chuchoter. Il est complètement bourré, il peut à peine se lever. C'est vous qui le faites. Ok. Vous faites quoi exactement? Et pourquoi fallait-il qu'il soit très bourré pour que vous le fassiez? Valentin sort de la salle de bain, parce que de toute façon il peut rien faire d'autre. Il voit Candice, et la gros bad pour Valentin, c'est pas Candice qui a devant lui, c'est une autre personne. C'était une autre fille qui avait les mêmes cheveux que Candice. Cheveux qui étaient donc probablement une perruque, et que Candice avait donné à cette autre personne pour faire genre que c'est Candice. Valentin, en voyant ça, il fait comme Léa, il fait genre qu'il a rien vu, que tout est normal. Et il sourit à cette fille en lui disant est-ce que je peux retourner dans la salle de bain, je suis toujours pas bien. La fille lui répond que tout va bien, qu'il n'y a pas de souci, mais elle a quand même envie qu'il se dépêche. Valentin retourne dans la salle de bain. Il l'entend murmurer quelque chose à quelqu'un d'autre, qui lui murmure quelque chose en retour, sauf que la deuxième voix, c'est pas une voix féminine, c'est une voix masculine. Il y a donc une troisième personne dans cette maison que Valentin n'a pas vue. Il nous explique qu'il a pas compris ce qu'ils ont dit, il s'est pas concentré pour entendre leurs mots. Son but, c'était juste de se barrer le plus vite possible de cette situation très dangereuse. Alors, hasard des choses, il a fait comme Léa, il a ouvert la fenêtre de la salle de bain, il a sauté et il a sprinté pendant 40 minutes. Il a appelé un taxi et il est rentré chez lui. Et depuis ce jour, il se pose plein de questions, il se demande ce qui serait passé cette nuit-là s'il était resté dans la maison. Pourquoi Candice faisait boire absolument un mec pour le ramener chez elle et le confier à deux potes à elle? Est-ce que c'était pour faire du sextortion, vous savez, quand vous avez des vidéos pornographiques de quelqu'un et que vous demandez des rançons pour pas les diffuser? Est-ce que c'était pour le kidnapper? Est-ce que c'était pour lui faire des trucs bizarres? Il sait pas, et ça le rend ouf, Valentin. Je vais vous parler de mes 3 histoires d'horreur préférées, dont l'une qui est celle qui m'a fait mettre un pas dans le paranormal et qui m'a fait adorer ça, et surtout adorer les films d'horreur. C'est vraiment grâce à cette histoire là. Voilà, je vais devoir un peu synthétiser tout ça, puis je vous mettrai des sources dans la description si on a qui veulent lire avec précision certains trucs. Je trouve ça passionnant. On commence avec l'exorcisme de Michelle Hanlise. Ouais, peut-être je vais me reconvertir dans la voix off, ouais. Il s'agit du cas de possession démoniaque le plus connu de l'histoire et l'un des plus documentés. Il y a même eu 2 films dessus tellement cette histoire est connue. C'est celle-ci qui m'a fait plonger dans le paranormal. Je vais vous la conter avec un plaisir démesuré. Anneliese Michel est une jeune Allemande née le 21 septembre 1952 à Liedfling en Bavière. Je ne parlerai plus allemand, désolé. Elle fait partie d'une famille catholique très croyante et elle va jusqu'à faire pénitence pour faire pardonner les péchés des autres en plus des siens. Elle est vraiment impliquée dans le péché game, vraiment. Tout se passe bien jusqu'à ses 16 ans, donc jusqu'en 68 où là elle commence à avoir des crises de convulsions. Elle est alors diagnostiquée épileptique par les médecins, mais ça ne va pas s'arrêter là. Son état continue de se détériorer, les crises sont de plus en plus nombreuses et il pense du coup qu'il y a un problème psychologique derrière ça, alors il l'envoie dans un hôpital psychiatrique pendant 1 année. Ça ne s'améliore pas, c'est même pire qu'avant. En plus de ça, elle tombe en dépression, donc c'est vraiment la totale pour la pauvre Anneliese Michel, qui va alors commencer à parler de possession démoniaque. Elle va commencer à être persuadée qu'elle est possédée par des démons, à tel point qu'elle va se mettre à rejeter les symboles catholiques comme les crucifixes, la Bible, tout ça. Elle va se mettre à chier là-dessus, vraiment, comme si elle en voulait à l'église de ne rien faire pour elle, alors qu'elle est convaincue qu'elle est possédée. Elle le crie sur tous les toits. Sa situation va ensuite s'arranger, elle va sortir de l'hôpital, elle va reprendre le chemin de la foi, elle va se remettre à prier, à croire, mais elle surveille ses arrières. Elle garde quand même une petite fiole d'eau bénite, hein, tu vois, dans la poche arrière, au cas où il y a un démon, bam, dans la gueule. À partir de là, la pauvre, c'est une descente aux enfers. Oh, proprement parler, puisqu'on parle de démons et tout. Anneliese va se remettre à parler de possession démoniaque, même plus que ça, elle va commencer à dire qu'elle voit des visages démoniaques. Elle va se mettre aussi à entendre des voix d'entités diaboliques. Elle est convaincue que ces médicaments n'arrangent rien, elle en prend pour traiter ses problèmes d'épilepsie, pour traiter sa dépression, pour traiter même la schizophrénie, je crois. Enfin bref, les médecins, ils s'acharnent un peu sur elle, donc du coup, elle va arrêter d'un coup de prendre tous ces médicaments. Et c'est une très mauvaise idée. Pendant toutes ces années, l'église refuse de pratiquer un exorcisme sur Anneliese. Étant donné qu'elle est persuadée d'être possédée, c'est un effet très destructeur pour elle, mais en 75, un curé va porter l'affaire devant l'église et va les convaincre de pratiquer des exorcismes. Au cours des exorcismes, les prêtres diagnostiquent qu'il y aurait plusieurs entités qui sont rentrées dans le corps de Anneliese, entre autres Néron, Lucifer et Hitler. Le comportement d'Anneliese est de pire en pire, elle hurle, elle mord les prêtres, elle se met même à manger des insectes, elle va commencer à se mutiler aussi. Bref, tous les signes que l'église considère comme des signes de possession démoniaque, elle les a. Et surtout, il y a un enregistrement audio qui a été fait lors d'un exorcisme, et là on entend la voix de Anneliese, et qu'elle soit possédée ou pas, on s'en fout. C'est assez troublant parce qu'on entend quand même une personne en détresse. Je vous mets un très court extrait qui vous fera bader, mais pas trop non plus. Mais c'est vous dire à quel point c'est sérieux en fait ce qui s'est passé avec cette personne. C'est pas une légende.
Le 1er juillet 76, Annelise décède, elle meurt à l'âge de 25 ans après des années de souffrance et cette histoire a fait d'elle le cas de possession démoniaque le plus connu de l'histoire. Ça c'est l'histoire comme les gens aiment la raconter, sauf qu'il y a un décor qui est beaucoup plus glauque après ça, c'est-à-dire qu'il y a eu un procès qui a commencé en mars 78 et qui a accusé en fait les prêtres qui ont pratiqué les exorcismes et les parents d'Annelise de négligence, entraînant la mort d'une personne. Le procès était assez dingue et emblématique parce que ça opposait l'église qui parlait de faits surnaturels comme de possession démoniaque à la science, les médecins qui expliquaient que le comportement d'Annelise était lié à tous les médicaments qu'elle prenait et leurs effets secondaires et aussi à l'arrêt brutal de cela, c'est à dire que c'est des traitements lourds et quand t'arrêtes en plein milieu ça met ton cerveau un peu en bordel. Résultat du procès, les parents d'Annelise et les prêtres furent condamnés à 6 mois de prison avec sursis. Pourquoi? Parce qu'en fait s'il y avait eu non-lieu, ça donnait raison aux prêtres d'avoir eu ces pratiques là sur Annelise et ça aurait surtout montré que la justice voit la possession démoniaque comme une réalité et non plus comme un mythe ou quelque chose de paranormal, mais on n'a pas de preuve que ça existe vraiment. Voilà, c'est assez ouf comme histoire, ça opposait vraiment le paranormal et la science et ce qui est horrible c'est que les symptômes d'une possession démoniaque, si ça existe, sont vraiment très proches, voire exactement les mêmes que les effets secondaires de certains médicaments que tu prends quand t'as un traitement lourd contre certains problèmes psychologiques, entre autres. Donc du coup, ce procès était compliqué et ça rend l'histoire assez folle et en tout cas, Annelise Michel paie à son âme et c'est horrible ce qu'elle a vécu. Et voilà, que ce soit une possession démoniaque ou juste un problème psychologique, c'est affreux. Bon, maintenant que vous allez pas dormir, bah autant que je continue, que je vous raconte une deuxième histoire. Je suis le père Castor de ma génération. L'histoire de Robert la poupée. Oh là là, cette voix. Robert the Doll, une histoire qui m'a marqué de ouf parce que c'est l'une des rares histoires qui contient une poupée hantée. Bah je crois que c'est la seule en fait avec Annabelle. Et surtout cette putain de poupée, elle a une gueule un peu atypique. On a souvent parlé de poupée dans les vidéos, mais regardez-moi ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Qui a designé ce truc? En 1906, Robert Eugène Otto est un jeune enfant qui vit en Floride et qui se voit offrir une poupée. Il est encore enfant à ce moment-là. Quand il reçoit la poupée, elle fait carrément sa taille. Et c'est la servante de la famille, de la maison, originaire des Bahamas, qui lui a offert cette poupée. Et elle est vue comme une personne qui pratique un peu la magie noire et le vaudou. La théorie c'est qu'elle a offert cette poupée au fils de la famille pour se venger du calvaire qu'elle vivait à cause d'eux. Alors Robert trouvait que la poupée lui ressemblait donc il lui a donné son nom, au calme. La poupée s'appelle donc Robert et lui se faisait appeler par sa famille par son deuxième prénom Eugène. Pour moi c'est un gros début de schizophrénie mais ainsi soit-il. Il va rapidement y avoir un problème avec cette poupée et cet enfant puisque les parents ils entendent Eugène parler à Robert dans sa chambre. Mais ils entendent deux voix différentes, c'est ça qui est glauque. Alors les enfants ont souvent des amis imaginaires ou en tout cas ils en créent donc ils se disent que leur fils interprète tout simplement la voix de sa poupée Robert ainsi que la sienne et il converse à sa poupée sauf qu'en fait c'est lui qui fait les questions et les réponses. Quelques années plus tard les parents vont changer d'avis parce que là il va plus être question de simples petites conversations entre les deux. Ils entendent la poupée crier sur Eugène et lui donner des ordres. Au calme, Robert il prend un melon mon pote, t'as jamais vu ça. Les parents ont même dit que quand ils sont entrés dans la chambre ils voyaient Eugène dans un coin de la pièce en PLS et Robert posé sur une chaise. Au calme. Eh t'es une poupée, tu redescends mon pote, ok? Souvent quand les parents rentraient chez eux après être allés en vacances ou au cinéma, ils retrouvaient des trucs cassés dans la maison et le pauvre Eugène il avait rien fait. Du coup il répondait Robert did it, c'est-à-dire c'est Robert qui a fait ça. Cette phrase aujourd'hui elle est commune un peu dans les familles en Floride. Quand un gamin a fait une bêtise il dit Robert did it, tellement c'est vous dire à quel point l'histoire de Robert the Doll est connue là-bas. Le temps passe, les années passent, les parents d'Eugène décèdent, c'est triste mais c'est la vie, c'est comme ça que ça se passe. Eugène se retrouve alors à vivre dans la maison de ses parents sans ses parents. Bon c'est un adulte maintenant hein, il a 30 ans, enfin tu vois voilà. Il se retrouve donc avec une chambre en trop. Qu'est-ce qu'on fait quand on a une poupée en trop et une chambre en trop? Et ben on unit les deux. Voilà pour que la poupée ait sa petite chambre à elle. Eugène, tu fais quoi là? Eugène va ensuite étudier l'art à Paris, puis il revient vivre dans cette fameuse maison des années plus tard avec son épouse, Anne. Eugène, il continue de parler à Robert la poupée. Anne, elle se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ça dure, ça dure, ça dure. Et un jour, elle fait, j'en ai marre! Elle négocie, Robert, ça dégage, ça va au grenier. Voilà. Et là, c'est très glauque puisque les voisins vont se mettre à aller voir Eugène en lui disant, mec, il y a un truc dans ton grenier qui bouge. Robert la poupée se met aux fenêtres du grenier, puis bouge, passe d'une fenêtre à l'autre calmement. Ah ok. Mais Eugène refuse de jeter Robert à la poubelle. Anne ça va la rendre folle. Quelques années plus tard Anne décède, paix à son âme. Et il y a plein de voisins qui pensent que Robert did it. On arrive en 74, Eugène décède, la maison est vendue, une famille vient emménager là et il y a toujours Robert au grenier. Bah oui, c'est soit son foyer à lui. Et c'est ouf parce que la famille a constaté que leur petite fille de 10 ans se mettait à développer une relation imaginaire avec cette poupée, avec Robert. Et on peut voir Robert dans une cloche en verre, dans un fort qui est devenu je crois un musée des horreurs ou je sais plus trop quoi, mais bref. Et en fait quand on passe devant il faut lui demander la permission de prendre une photo. Et apparemment il aurait hanté quelques visiteurs du truc. Quoi qu'il en soit c'est génial l'histoire avec les poupées, enfin c'est génial à lire, à vivre, c'est un peu moins génial apparemment. Cette histoire là m'avait aussi énormément fait kiffer. Et puis surtout la gueule atypique de la poupée quoi, mec c'est fou. Bon, n'est-il pas temps de passer à la troisième histoire? The Enfield Poltergeist.
Eh, pas dégueu celui-là. Alors déjà, qu'est-ce qu'un poltergeist? Ça vient du coup de l'allemand poltergeist, c'est le dérivé de poltern, qui veut dire faire du bruit, et geist qui veut dire esprit. Il s'agit donc d'un phénomène paranormal consistant en des bruits divers, des déplacements, apparitions ou disparitions d'objets ou autres phénomènes a priori inexplicables. Oui, j'étais sur Wikipédia. On bat les couilles. Nous sommes en 1977 à Enfield, une ville d'Angleterre. Peggy Hudson vit dans une petite maison avec ses 4 enfants et elle va être témoin de phénomènes paranormaux. Ça va partir en couille et j'adore cette histoire. Déjà parce qu'elle a inspiré mon film d'horreur préféré, Conjuring 2, et surtout parce que c'est le cas d'apparition de phénomènes paranormaux le plus documenté de l'histoire du poltergeist. En vrai, il y aurait matière à faire une vidéo juste sur cette histoire-là, mais vu qu'elle est extrêmement connue et que d'autres l'ont déjà fait, je vais pas vous faire ça. Je vais juste vous dire les grands traits de l'histoire et pour les curieux, vous irez voir en détail, mais c'est hyper intéressant. Peggy Hudson vit dans une petite maison à Enfield, comme je viens de vous le dire, et elle élève ses 4 enfants là-bas. Margaret, 13 ans, Janet, 11 ans, Johnny, 10 ans et Billy, 7 ans. Nous sommes le 31 août aux alentours de 21 h, donc c'est pas très tard en plus, et Peggy est posée dans sa chambre en train de dormir lorsqu'elle entend un crissement qui vient de la chambre des enfants. Elle rejoint la chambre en courant, les 2 enfants sont réveillés, relevés dans leur lit et ils disent putain maman on a peur. Il faut savoir que la veille ses enfants lui avaient dit ah maman au secours Nolly bouge tout seul, au secours Nolly bouge tout seul. Cette fois-ci c'était la chaise qui apparemment bougeait toute seule. Peggy calme les enfants, elle regagne sa chambre et elle entend un petit glissement bizarre. Elle retourne dans la chambre et là il y a 4 tocs qui proviennent des murs de la maison comme du cœur de la maison. Et là la commode, donc une commode c'est très lourd, qui est située contre un mur, se met à se décoller du mur et à bouger. Comme s'il y avait une entité qui l'a poussé vraiment avec une force démesurée, ce qui fait un peu flipper quand même. Donc sur le coup Peggy elle a pas d'explication rationnelle à ce qui vient de se passer, elle prend une sage décision, c'est venez tous, on dort tous dans le salon ensemble. C'est la meilleure idée. Peggy va alors aller chercher de l'aide auprès de ses voisins en les suppliant de venir dans sa maison pour inspecter avec elle parce qu'il s'est passé un truc pas très normal quand même. Alors ils vont commencer à se balader dans la maison et il y a ces fameux toc toc qui vont continuer d'apparaître, mais ils apparaissent toujours autour de là où Peggy et ses voisins se trouvent dans la maison. C'est comme si quelqu'un était enfermé dans les parois de la maison et toquait à l'endroit où ils sont en se déplaçant en même temps qu'eux pour leur faire peur. Aux alentours de 23 h, ils ont toujours pas d'explication logique, donc Peggy elle se dit bon bah ça se trouve c'est vraiment quelqu'un qui est venu dans la maison, donc dans le doute je vais appeler la police pour qu'ils enquêtent. La police se ramène, ils rentrent dans la maison, tout est très calme. D'un coup ils réentendent les fameux toc toc et là l'un des fauteuils du salon se met à glisser d'environ 1 mètre sur le sol. Les policiers, qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent? Si c'est un truc paranormal, c'est un truc paranormal, les flics ils peuvent rien faire, c'est pas eux qu'il faut appeler. Qui faut appeler? Peggy contacte la presse et il y a un gars de la presse qui est sensible à ça, il s'appelle George Fallows et il va sur les lieux, il entend les fameux coups et il décide de contacter un organisme pour gérer l'affaire. Ça fait la une de plusieurs journaux, tout le monde parle de ça, souvent il y a des journalistes et des enquêteurs devant la maison, bref du coup la famille vit un enfer, ils sont fatigués, ils ont du mal à dormir et en plus il y a ça. À partir de là les manifestations surnaturelles se multiplient et elles semblent être centrées autour de Janet. Par exemple c'est Janet qui se réveille en pleine nuit avec une sensation de suffoquer comme si quelqu'un lui avait pincé le nez et mis une main sur la bouche. C'est vers Janet que les objets volent, bref ça a l'air vraiment d'être autour d'elle. Maurice Gross qui fait partie du fameux institut qui enquête sur le paranormal est régulièrement chez la famille de Peggy pour être témoin des phénomènes et voir ce qu'il peut faire. Comme je vous ai dit c'est souvent autour de Janet que ça se passe et une nuit Janet se réveille en hurlant, elle bouge dans tous les sens, elle est excitée. Maurice essaie de la calmer mais il se fait mordre. Ça finit par une petite injection d'un produit pour la calmer et au final elle est diagnostiquée schizophrène. Ça fait un peu penser justement au cas de Annelise, c'est ça qui est horrible. À partir de là il y a plein de photos de Janet qui vont être prises, Janet qui vole contre la radio, la célèbre photo de Janet qui lévite au-dessus de son lit, même si on dirait qu'elle saute hein, clairement. Et alors du coup voilà c'est ça qui est horrible, c'est est-ce que tout ça est un gros fake organisé par la famille ou est-ce que c'est réel? Les enquêteurs s'enchaînent, les médiums s'enchaînent, il y a un nombre de gens qui passent dans cette maison pour voir ça et pour essayer d'arranger la situation, c'est incalculable. L'histoire prend fin en 78, genre il y a tellement de trucs paranormaux dans la maison qu'ils sont habitués. Genre Janet quand elle se couche, elle est projetée hors du lit, elle se met à voler, c'est normal, ça devient normal. Il y a alors une décision qui est prise, c'est qu'elle aille en hôpital psychiatrique et elle va dans le meilleur hôpital psychiatrique du monde. Elle va y rester 3 mois avant de rentrer chez elle et à partir de là tout se calme, même s'il y a encore des fois des témoignages d'apparition de la part des enfants de Peggy. Ils disent avoir vu un vieux monsieur ou un enfant. Et voilà, fin de l'histoire. Janet est toujours en vie et elle a témoigné plein de fois de tout ça, de son enfance un peu mouvementée. Et alors, la question est, gros problème psychologique ou vrai poltergeist? Comme pour Annelise. C'est ça qui est fou avec ces histoires, j'adore. Tout a commencé le 4 juillet à 22 h 50 lorsque Melissa, alias Smallest Stars sur Twitter, a tweeté la chose suivante. MDR, nos voisins de l'appart juste au-dessus, bougent les meubles chaque nuit. On vient d'appeler la police parce qu'on n'en peut plus et devinez ce qu'ils ont découvert? L'appart est vide et inhabité.
Mec, juste le début, il est fou, c'est incroyable comme brief. Melissa nous informe avoir aménagé dans cet appartement il y a environ 5 mois. Elle donne des caractéristiques techniques, elle nous dit que c'est un petit immeuble de 4 étages, qu'elle habite au 3e et que le 4e étage contient un seul unique appartement qui est plus grand du coup que ceux des autres étages. Elle précise qu'elle a toujours pensé qu'il était habité parce que régulièrement elle entend des bruits de meubles qui bougent. Et j'avoue, pour avoir habité en appartement, c'est crédible. C'est vrai qu'il est fréquent d'entendre beaucoup de bruit venant du dessus puisque ton plafond c'est le sol de tes voisins. Quand un truc tombe, bah ça fait un bruit du coup dans ton appart, enfin bref. Melissa nous explique qu'elle est jamais montée se plaindre parce que elle est très timide de nature. Et c'est vrai, j'avoue mec, même moi quand il y a du bruit je déteste devoir aller toquer ou dire un truc, c'est je me sens mal, j'aime pas faire ça. Melissa décide ensuite de partir en vacances avec ses amis. Bah oui, quelle bonne idée, en Auvergne. Oh, une moins bonne idée, tiens donc. Oh, c'est faux, on se calme les Auvergnats. Les vacances se terminent, Melissa rentre et elle décide d'inviter ses amis à dormir chez elle parce que voilà, un petit peu de nostalgie, c'est la fin des vacances, ils voulaient prolonger un peu le truc. Mais problème, au moment de dormir, des bruits venant du plafond, comme des meubles qui sont déplacés dans l'appartement du dessus. Alors ses amis commencent à se plaindre et Melissa leur explique que ça fait pas mal de temps que c'est comme ça et qu'ils vont devoir faire avec s'ils veulent dormir. Ils vont alors conseiller à Melissa d'appeler la police pour enquêter sur ce truc au cas où il se passe des choses pas nettes au-dessus de chez elle. Genre quelqu'un qui traîne un cadavre sur le sol par exemple. Je dis ça, je dis rien. La police arrive, Melissa les amène devant la porte de l'appartement du 4e. Les policiers parviennent facilement à ouvrir la porte puisqu'elle n'était pas fermée à clé. Et ils tombent sur un appartement complètement vide avec ni meuble ni quelqu'un à l'intérieur. Les policiers vont alors quitter les lieux en expliquant à Melissa qu'il n'y a rien dans l'appart du dessus et en étant un peu vénère parce qu'ils pensent que Melissa et ses amis leur ont fait une mauvaise blague. Elle donne rendez-vous aux gens le soir pour les tenir au courant de s'il y a des bruits et elle dit qu'elle en touchera un mot au propriétaire pour voir s'il sait quelque chose là-dessus. À partir de là, Melissa va pas donner de nouvelles le soir, donc on suppose qu'il n'y a pas eu de bruit, mais elle va donner des nouvelles en début d'après-midi le 7 juillet, le lendemain à 14 h. Sa voisine s'est évanouie dans les escaliers de l'immeuble. Elle nous explique qu'elle a juste voulu partir faire un tour et qu'elle a vu le camion de pompiers devant l'immeuble avec un petit amas de voisins autour. Melissa pense que c'est un truc assez grave, puis 20 minutes plus tard elle tweet qu'en fait elle a rien de grave, tout va bien. C'est juste ces histoires de bruit alors que l'appart est vide qui travaille sur son cerveau et elle se met à imaginer des trucs alors qu'il n'y a rien. Un peu plus tard dans l'après-midi, bonne nouvelle, Melissa nous dit qu'elle a appelé le propriétaire de l'appartement du dessus. Magnifique! Ce dernier a apparemment bien réagi, a pris le truc au sérieux et a promis à Melissa d'aller faire un tour pour voir s'il n'y a pas de squatter, mais comme il ferme tout le temps l'appart, ça l'étonnerait beaucoup. Mais c'est pas ce que les policiers ont dit! L'appartement n'était pas fermé quand ils sont rentrés dans ce dernier. Alors est-ce que, comme c'est régulièrement le cas, c'est des squatteurs qui viennent la nuit pour dormir dans l'appartement? On veut savoir. Melissa nous dit ensuite qu'une amie va venir dormir chez elle le soir et que si elle entend de nouveau des bruits, elle montera au 4e étage voir ce qui se passe de ses propres yeux. Melissa, respect, perso, jamais j'y vais. Et devinez quoi? Le soir même à minuit 4, qui c'est qui fait un tweet? C'est Melissa. Il vient de se passer un truc très flippant là par contre. Oh putain. Melissa et son amie commencent à entendre des bruits venir de l'appartement du dessus. Elle nous dit alors qu'à ce moment-là, il y a eu un énorme bruit et que ça a jamais été aussi fort. Alors, déjà, pauvre chat. Melissa, nous, on veut, comme tu l'as dit, que tu montes à l'étage. Alors, bref, on va essayer de monter tout à l'heure. Si on trouve le courage, on vous tient au courant. Voilà, c'est ça qu'on veut lire, Melissa. Les minutes passent, on n'a aucune nouvelle. Et à minuit 32, Melissa trouve enfin le courage de monter au 4e étage. La porte est fermée, bordel de merde. Comme Melissa, je pense qu'on aurait tous préféré qu'elle soit ouverte et qu'en l'ouvrant, on tombe sur des squatteurs, ce qui aurait expliqué les bruits. Mais non, la porte est putain de fermée. Alors, est-ce que quelqu'un a trouvé la clé, a fait un double un jour dans le dos du proprio? On sait pas, putain. Sur Twitter, les gens deviennent fous. Ils veulent absolument savoir ce que c'est que ces putains de bruits. Alors, ils vont émettre plusieurs hypothèses qui, effectivement, sont plausibles. Une fenêtre cassée. Bah oui, avec le vent, effectivement, ça pourrait faire claquer la fenêtre ou un truc du genre. Des animaux coincés. Ça arrive très souvent, bien plus qu'on ne le pense. Des oiseaux qui sont coincés dans le toit ou des rats qui sont dans les murs. Bref, il y a des tas d'animaux qui peuvent faire du bruit, en fait, dans un immeuble, en réalité. Ou les canalisations. Effectivement, si Plankton prépare un mauvais coup dans les canalisations, ça s'entendrait. Et le lendemain matin, Melissa va appeler son proprio pour lui expliquer que les bruits continuent d'être là. Pour lui demander de vérifier ces fameuses hypothèses ou de lui donner une clé pour qu'elle vérifie par elle-même. Et bim, le proprio le prend très mal parce qu'il croit que Melissa veut juste gratter une clé de l'appart pour faire des fêtes dedans. Melissa passe une après-midi tranquille au parc ou à jouer à Dofus, on n'en sait rien, et le soir elle redonne des nouvelles et là c'est chaud. Elle nous explique qu'elle est allée voir la voisine qui avait fait un malaise dans les escaliers. Il se trouve que c'est sa voisine de palier, elle habite dans l'appartement en face de chez elle. Elle a à peu près 30 ans, les deux elles se connaissent pas beaucoup mais elles discutent quand elles se croisent, voilà, vraiment comme des voisins. Sa voisine après avoir ouvert la porte lui a parlé un peu froidement, elle lui a expliqué qu'elle voulait pas parler de ce qui s'était passé, comme si elle avait honte et Melissa a pas voulu insister. Jusque là aucun problème, c'est normal. Mais attendez! Melissa va se mettre à lui parler des bruits qui proviennent de l'appartement du 4e étage pour voir si elle aussi elle a remarqué. Et là le regard de la voisine change et ses yeux s'écarquillent. Cette voisine qu'on va appeler Anne dit ne rien avoir entendu et ne pas être au courant de ces histoires. Melissa retourne chez elle et c'est là qu'un truc bizarre se passe. 5 minutes plus tard, ça frappe fort à la porte de Melissa. En ouvrant, elle tombe sur Anne
qui a l'air complètement perdue. Comme si Anne était allée toquer chez Melissa dans le but de lui dire quelque chose et qu'au moment où Melissa s'est retrouvée en face d'elle, elle avait oublié ce quelque chose. Melissa va alors accompagner Anne à son appartement avant de retourner chez elle pour se poser devant une série. Le lendemain, Melissa commence clairement à psychoter, elle commence à se sentir mal et dans le hall de son immeuble, elle croise un couple de personnes âgées qui remarquent qu'elle se sent pas très bien et qui décident donc de l'inviter chez eux au premier étage. Ils vont alors expliquer à Melissa qu'ils habitent dans cet immeuble depuis des années et que les gens ne restent jamais très longtemps, mais surtout que personne n'a jamais acheté l'appartement du 4e étage. Et ils vont dire étrangement que eux aussi se sentent pas très bien, mais que ça les dérange pas. Ok. Mais mec, si tu sens que tu te sens pas bien dans l'endroit où tu vis, t'es censé te casser gros. Du moins si t'en as les moyens. Puis elle rentre chez elle en se sentant bien et elle a pas de nouvelles jusqu'au lendemain. Melissa va toquer à la porte de Anne parce qu'elle a pas eu de nouvelles de cette dernière depuis qu'elle est venue toquer chez elle pour rien lui dire. Anne ouvre la porte et là commence une discussion un peu à sens unique. Il y a juste Melissa qui va parler et Anne va faire uniquement des réponses fermées comme si elle était dérangée par la présence de Melissa. C'est un peu comme si Anne avait deux personnalités et que l'une de ces deux personnalités voulait vraiment pas voir Melissa. Et que quand l'autre personnalité fait un pas vers Melissa, c'est la deuxième qui prend le dessus, empêchant la première d'envoyer un SOS finalement. Melissa rentre chez elle, quelques minutes plus tard, quelqu'un toque à sa porte. Elle toque apparemment depuis un moment, donc Melissa décide de prendre une vidéo et de nous montrer. Elle va ensuite filmer à travers l'œillet de la porte et deviner qui c'est. Anne, qu'elle a vu seulement quelques minutes plus tôt. Melissa se chie littéralement dessus et décide de ne pas lui ouvrir, ce que j'aurais aussi fait. Clairement. Et elle nous dit seulement 10 minutes plus tard que Anne a enfin bougé du palier. Alléluia. Le lendemain, elle s'en veut, elle décide d'aller toquer chez Anne pour lui demander pourquoi Anne a toqué chez elle la veille au soir. Et en ouvrant la porte, Anne ne comprend pas. Elle lui dit ne jamais être allée toquer chez elle la veille au soir. Très bizarre comme comportement. Melissa, dont je viens de dire le nom pour la 61e fois dans cette vidéo, je m'excuse, va alors retourner voir les petits vieux du premier étage qui sont les seules personnes qui ont été cool avec elle depuis qu'elle vit ce cauchemar. Sauf que cette fois, ça va pas se passer comme prévu. Les deux personnes âgées vont dire à Melissa qu'ils la trouvent très intrusive, qu'elle ferait mieux d'arrêter de se mêler de cette histoire. C'est la première fois qu'ils sont froids avec elle. Le lendemain, à savoir aujourd'hui, au moment où je tourne cette vidéo, Melissa a tweeté il y a 6 heures. Ce qui est bien, c'est qu'au moins ça ne rentre pas dans mon appart pour l'instant. Elle est donc convaincue qu'il se passe définitivement un truc pas normal dans son immeuble. Et son dernier tweet au moment où je fais cette vidéo est le suivant: beaucoup de voisins sont partis en vacances, le courrier s'accumule dans certaines boîtes aux lettres. Si je me retrouve seul dans l'immeuble, je vais péter les plombs. On a gagné putain. Les amis, 2 jours ont passé depuis la fin du thread, au moment où j'avais tourné la première partie de la vidéo. Il s'est passé pas mal de trucs autour de cet immeuble de Melissa et de cet appartement. Laissez-moi vous raconter. Melissa entend des bruits qui viennent du hall de l'immeuble. Elle décide alors pour se rassurer de lancer un live et d'aller voir ce qui se passe dans le hall en direct. Le live n'a pas duré très longtemps parce qu'un truc imprévu s'est passé. La putain de voisine étrange de Melissa s'est ramenée à ce moment-là, donc on comprend qu'elle a eu un peu peur. Sauf que le temps passe et la voisine ne bouge pas de cet endroit. Melissa décide alors de retourner dans son appartement et de pas chercher à comprendre ce qui se passe, de pas aller lui parler parce que là c'est chelou et flippant quand même. Elle va ensuite faire une petite crise de nerfs et décider d'ouvrir sa fenêtre pour prendre l'air. Il est 3h30 du matin et Melissa voit que l'appartement de ses voisins âgés du premier étage est allumé. Sauf qu'elle ne voit pas 2 ombres, elle voit 3 ou 4 ombres. Ses voisins étant des personnes âgées, autour de 70 ans, elle trouve ça étrange qu'ils fassent la fête à 3h30 du matin avec des amis. Melissa va ensuite acheter un bouquin dont elle ne donne pas le nom mais dont des passages lui font penser à sa situation. On peut entre autres y lire: une entité ou un esprit, que l'on appelle aussi fantôme, peut se fixer dans les murs d'une maison ou de tout autre lieu et pollue la vie des personnes qui les fréquentent. Cet esprit va déranger ou terroriser les vivants par des bruits divers, portes qui claquent, fenêtres qui s'ouvrent sans raison. Le livre va ensuite donner les symptômes qui permettent d'identifier une attaque paranormale. Une attaque paranormale détourne assurément la victime de la réalité en la plongeant dans une grande confusion mentale, des pensées négatives, des obsessions, voire des passages amnésiques. En conséquence, celle-ci peut se livrer à des actes de violence sur elle-même ou sur autrui. Comme elle a perdu son libre arbitre, elle va agir ou parler contre sa volonté, parfois dans des langues inconnues. Elle n'a plus de contrôle sur elle-même. C'est le démon qui agit et parle à travers elle. Alors est-ce que la voisine de palier de Melissa ou les petits vieux du premier étage sont victimes d'une attaque paranormale? On se le demande. Le lendemain, ça toque à la porte de Melissa. En ouvrant la porte, elle tombe sur le couple de personnes âgées du premier étage qui lui demande si tout va bien et surtout si elle veut venir fêter le 14 juillet avec eux. Avec tout ce qu'elle vient de vivre, toutes les pensées négatives qu'elle a eues, l'ambiance bizarre qu'il y a dans l'immeuble, elle se dit que ça peut être une bonne idée effectivement d'aller fêter le 14 juillet avec eux, qu'elle a sûrement psychoté et qu'ils étaient debout à 3h30 du mat pour X ou Y raison. Peut-être juste ils faisaient la fête à 70 ans, on peut encore faire la fête à cet âge-là. Elle se retrouve donc dans un appartement au milieu d'une fête où personne se parle trop. L'ambiance est un peu bizarre mais bon, c'est des gens de 70 ans, peut-être que ça se passe comme ça. Melissa, ça l'inquiète pas plus que ça, au moins ça la fait sortir et penser un peu à autre chose. Et puis aussi, ça lui permet d'en savoir plus sur ses voisins du premier étage qui, souvenez-vous, lui avait dit: allez, occupe-toi un peu de tes affaires et arrête de poser des questions sur tout ça. Le temps passe à cette soirée. Melissa se fait un peu chier et d'un coup,
tout le monde commence à se prendre par la main. Melissa comprend pas ce qui se passe, et elle comprend encore moins en voyant que ces gens commencent à mettre des masques d'animaux. Elle part alors en courant, elle pousse une porte de l'appartement pour se réfugier dans une autre pièce. Elle tombe sur une pièce plongée dans le noir dans laquelle se trouve juste en plein milieu un cercle de bougies. Elle se précipite sur la fenêtre pour l'ouvrir, mais cette dernière est bloquée, et elle entend les bruits de pas dans le couloir de gens qui commencent à se diriger vers sa pièce. Elle est complètement piégée, elle s'assoit, elle sait plus quoi faire, et elle se réveille, parce qu'en fait, elle venait tout simplement de faire un cauchemar à cause de ses lectures de la veille au soir, le livre là qui parlait d'attaque paranormale. Tout ça, c'était il y a 2 heures au moment où je tourne la vidéo, j'en sais pas plus. Elle a juste dit ensuite qu'elle était terrifiée, et putain, j'ai envie de savoir la suite.